Déjà pour commencer, j'ai vraiment envie de vous remercier parce que j'ai vraiment vécu comme un cadeau ce que vous venez de nous offrir. J'ai senti la justesse des paroles, j'ai senti la gratitude, j'ai senti la confiance et la sécurité qui vient de nous. Et moi j'aime bien dire qu'on a tendance en tant que soignant à transmettre 3 types de choses aux patients. On transmet des connaissances, des compétences et des expériences. Et j'ai l'impression que l'atelier écriture, c'est ça, c'est une expérience qu'on propose aux personnes, une expérience réparatrice. Vous êtes plusieurs à avoir dit un truc qui m'a interpellé, c'est pour la première fois de ma vie, il s'est passé un truc. Je trouve ça cool de voir que, justement, vous avez peut-être à ce moment-là accédé à une expérience, à une qualité de groupe, une qualité relationnelle qui était peut-être sans précédent, et je trouve que c'est précieux. Donc merci aussi à vous d'avoir créé ça, d'avoir rendu ça possible. C'est aussi ce que j'essaie de créer quand je fais des groupes sur la CNV, etc. C'est vraiment de créer un espace, une bulle hors du temps où on peut enfin être soi, en fait. Ou alors explorer c'est quoi, moi. C'est quoi mon identité, quoi. Alors, voilà. Donc moi, je vais vous parler de l'identité de genre, en lien avec la santé mentale. J'ai choisi de faire un plan qui est assez simple, que je vais dérouler du coup dans l'ordre. Donc, vous voyez un peu comment il est construit pour que vous puissiez poser des questions si vous avez besoin après que j'en ai parlé. Parce que je vais aborder du coup en premier l'identité elle-même. Qu'est-ce que c'est que l'identité, comment ça se construit, comment ça fonctionne. Après, je parlerai de l'identité de genre en particulier. Qu'est-ce que c'est que le genre, comment ça s'articule, voilà, les relations hommes-femmes, etc. Troisième partie, du coup, je parlerai de la santé mentale en lien avec l'identité de genre. Donc voilà, des questions qui peuvent se poser par rapport à la question du genre. Et une fois qu'on aura dressé un peu le portrait de quelle est la situation, en tout cas, qu'est-ce que moi j'en comprends, subjectivement, je vous proposerai des pistes pour savoir, ok, maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces informations-là? Donc évidemment, mon discours il n'est pas neutre, je suis un homme, je suis psychologue, donc ça va orienter ma façon d'en parler, ma façon d'y penser. Je vous invite à ne pas prendre tout ce que je dis comme étant une vérité absolue et dogmatique, c'est vraiment juste ce que j'en ai compris après plusieurs années à y réfléchir, à en discuter, etc. Et du coup à pouvoir vous autoriser à remettre en question ce que je dis et vous autoriser à voilà, juste prendre ça comme un discours fait par quelqu'un qui a réfléchi mais qui n'a pas la science infuse, quoi. Je vous parle de ça parce que justement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement politisé, avec des opinions tranchées, etc. de part et d'autre. Et comme à chaque fois qu'il y a un conflit très intense et voilà, un mur en apparence entre plusieurs camps, chaque camp aura cette sensation d'être celui qui a la vérité, celui qui est dans le camp du bien, celui qui est éveillé. Et en fait, que ce soit dans les environnements plutôt politisés à gauche ou politisés à droite, il y aura toujours une métaphore qui revient souvent, qui est la métaphore de Matrix. Donc je ne sais pas si tout le monde a vu Matrix. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un super film. De génération. Donc cette métaphore, c'est la métaphore de la pilule rouge. Dans Matrix, pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup, en gros, il y a un mec qui propose au personnage principal de faire un choix, qui est soit on choisit la pilule bleue, et donc on reste endormi dans l'illusion, dans le monde des rêves, dans le monde du fantasme, soit on prend la pilule rouge, et du coup on accepte de voir le monde tel qu'il est, de se réveiller, de s'éveiller à soi-même, et justement de pouvoir voilà, lever le voile sur le mensonge, lever le voile sur la manipulation, etc., et devenir clairvoyant. Et donc, chez les personnes qui ont plutôt des références de droite, qui vont dire, voilà, on connaît les red pillers, on a la red pill, nous on n'est pas dupes. On a compris qu'en réalité, voilà, les femmes veulent nous manipuler, veulent prendre le pouvoir, etc., avec le féminisme. Et c'est pareil à gauche, on a des gens qui vont dire, voilà, nous on est des woke, on est éveillés, nous on a compris les oppressions, les injustices, et du coup on va essayer de lutter pour modifier le monde, pour améliorer la société, etc. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment ça a évolué ces dernières décennies pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui à s'interroger sur ce que c'est que le genre, ce que c'est que l'identité, et pouvoir justement commencer à déconstruire un peu les stéréotypes autour de ça et la violence qui va avec. Donc, si on regarde, en 70 ans, il y a eu pas mal de changements dans les droits des femmes, pas mal d'évolutions qui font que nos grands-mères, entre guillemets, elles passaient de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari. Elles n'avaient pas de conception, du coup, si jamais elles avaient une activité sexuelle, elles pouvaient tomber enceinte, devenir mère, etc. Donc, ce qui conditionnait beaucoup leur vie.
Aujourd'hui, avec les progrès des droits, l'IVG, la contraception, etc., ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé en fait, les options dont les gens disposent. Ça a changé leurs contraintes. Et donc, ça amène à remettre en question, au final, les rôles sociaux, les rôles des hommes et des femmes. Puisqu'une femme n'est plus condamnée à rester à la cuisine, comme dirait la chef de droite, et à faire des enfants toute sa vie, etc., du coup, elles vont pouvoir décider, elles vont pouvoir faire autre chose, en fait. Elles vont pouvoir décider de qui est-ce qu'elles ont envie d'être, en fait. Plutôt que d'être contraintes par les enjeux sociétaux. Et c'est pareil pour les hommes, au final. Et cette injonction à être viril, à être puissant, à être fort, etc., à être un dominant, ça peut aussi être mis en question, parce qu'il y a des hommes qui n'ont aucune envie d'être viril, aucune envie de dominer, etc. Et donc, voilà, ces changements, ces bouleversements au niveau des droits et au niveau des modes de vie, ça amène forcément à repenser la place des uns et des autres. Et en fait, ces changements, ces modifications même de la façon de parler, de la façon de penser les choses, ça peut aussi générer des tensions, même au sein de mouvements progressistes entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, dans les mouvements politiques à la gauche, aujourd'hui on observe deux courants qui sont très très en conflit, de façon assez intense, sur les réseaux sociaux surtout, mais pas que. Il va y avoir ce qu'on appelle le féminisme inclusif, c'est-à-dire les personnes qui sont plutôt pour l'inclusion et la convergence des différentes luttes sociales pour les inégalités. Donc on va chercher à militer contre le racisme, contre l'homophobie, contre la transphobie, etc. Et à inclure tout le monde dans la lutte. L'idée, c'est vraiment de mettre fin aux oppressions. Et par opposition à ça, on va avoir ce qu'on appelle les TERF, en première desquelles J.K. Rowling, qui est connue pour justement être un fer de lance de ce mouvement-là, c'est justement d'être féministe, mais d'exclure les personnes trans des luttes féministes. C'est-à-dire que les TERF vont considérer que les femmes trans, en fait, c'est pas des vraies femmes, c'est juste des mecs qui portent des jupes. Et que les hommes trans, c'est pas des vrais hommes, c'est juste des personnes qui rejettent la féminité parce qu'elles en ont peur. Et du coup, ces personnes-là vont exclure les femmes trans des luttes féministes. Ça veut dire, mais non, vous n'êtes pas des vraies femmes, donc vous n'avez pas à venir dans le cercle de parole, vous n'avez pas à militer avec nous. Vous êtes que des mecs, en gros. Ce qui génère, enfin, ce qui est perçu comme quelque chose d'assez haineux et d'assez violent pour les personnes concernées par ces luttes-là. Je précise que, quand je me suis entraîné pour cette conférence, j'avais beaucoup de mal à tenir dans 1 heure comme je m'étais fixé, donc du coup, je vais essayer d'abréger un peu pour certaines parties pour que vous puissiez partir avant 21h. Donc ça je passe, on en parlera plus tard si ça vous intéresse dans les questions, les drapeaux, tout ça, l'historique des différents drapeaux, parce que c'est secondaire on va dire, même si c'est vachement intéressant. Donc pour commencer, déjà je vais définir les termes pour qu'on sache tous de quoi on parle dans la pièce. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que le sexe? Le sexe c'est quelque chose qui se réfère à la biologie du corps humain. Donc il y a plusieurs façons de définir le sexe, on va y venir après. Mais en gros, l'idée c'est qu'il y aurait deux grands archétypes binaires, le sexe mâle, qui implique d'avoir des gonades masculines, c'est un pénis, des testicules, c'est de la testostérone dans le sang, et l'archétype femelle, voilà, avec les caractères sexuels féminins, vagin, ovaire, etc. Et en fait, il se trouve que c'est pas exclusivement binaire. Dans le monde réel, il y a entre 0,05% et 1% des personnes, 1,7%, qui ne sont ni rigoureusement mâles, ni rigoureusement femelles, qui sont dans un intermédiaire. Et j'entends beaucoup de gens qui découvrent le sujet, qui vont se dire « Ah, mais c'est pas grave, ça change rien, en fait, c'est juste des erreurs de la nature. La réalité, ça reste binaire, il y a juste mâle et femelle, etc. » Sauf qu'en fait, si c'est vous qui êtes né dans cette condition-là, vous n'avez pas envie qu'on dise de vous, vous êtes qu'une erreur de la nature. Et en fait, c'est extrêmement déshumanisant et extrêmement cruel de réduire les êtres humains à ce statut d'être juste un bug biologique, etc. Et c'est pour ça que justement les personnes intersexes sont incluses dans les luttes LGBT pour justement qu'on reconnaisse leur existence, parce que officiellement dans la loi, ça n'existe pas. Sur une carte d'identité, c'est soit je suis mâle, soit je suis femelle, NF, mais j'ai pas le droit d'être autre chose. Et ça va générer beaucoup de violence, c'est-à-dire que les personnes intersexes à la naissance, souvent les médecins, ils auront tendance à prendre une décision arbitraire et à mutiler leur corps pour les faire correspondre à un des archétypes binaires, mâle ou femelle. Ils vont soit faire une vaginoplastie, une phalloplastie, sans le consentement de la personne, parce qu'évidemment, quand on a quelques mois de naissance, on n'est pas en capacité de donner son consentement, quoi. Donc, voilà, il y a plusieurs définitions possibles de ce que c'est que le sexe. 5 définitions possibles, donc les chromosomes, X, XY. Souvent, on a cette croyance un peu naïve que tous les hommes ont des chromosomes XY, toutes les femmes XX, ce qui en fait n'est pas vrai, parce que la biologie est plus compliquée que ça. On peut être très bien un homme XX, parce que du coup, il y a des mutations génétiques dans les cellules qui font que le gène stri produit de la testostérone, qui fait qu'on va devenir un homme, etc. Donc je passe, c'est pas très important.
Voilà, on peut définir le sexe à partir des hormones dans le sang, à partir de l'anatomie. Et là où ça va nous intéresser, c'est qu'on peut aussi le définir à partir de, justement, les enjeux sociaux. Le sexe social, c'est ça qu'on va appeler le genre. C'est les rôles et les statuts que chacun va prendre dans une société et ce qu'on va nous assigner, ce qu'on va jouer comme rôle, voilà, l'étiquette qu'on nous colle sur le front, quoi. Et le sexe psychologique, du coup, c'est l'identité de genre. C'est-à-dire, c'est pas tant ce qu'on m'assigne, c'est plutôt comment je me vis à l'intérieur. Quelle est mon expérience du genre intérieur, quoi. Donc, si on reste sur la question du genre, on va considérer qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les personnes cisgenres. Donc moi, par exemple, je suis un homme cisgenre, c'est-à-dire que le genre qu'on m'a assigné à la naissance, le genre mâle, le genre masculin, correspond à comment je me vis. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis un mec, ça ne me dérange pas que le genre masculin, ça me convient, voilà, c'est pas un enjeu pour moi. Ce qui est une personne cisgenre. Par contre, il y a des personnes, entre 0,1 et 2% de la population, qui, elles, justement, vont ressentir un décalage, vont ressentir un malaise par rapport au genre qu'on leur a assigné, qui veut dire, ok, tout le monde dit que je suis un mec, mais moi ça ne me parle pas être un mec, je ne me sens pas être un mec dans mon corps. Moi ça n'a aucun sens pour moi. Et du coup, ces personnes-là ne seront pas cisgenres parce qu'il y a ce décalage, et du coup, on parlera de personnes transgenres. Donc, F2M, M2F, c'est ça, c'est F2M, c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance, mais qui, dans sa construction, en grandissant, se rend compte que le genre féminin ne lui parle pas, et qui du coup va plutôt chercher à se reconnaître dans le genre masculin. F féminin, 2M, donc tout masculin, pour devenir masculin. Et M2F, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui a été assigné femme, et qui va devenir, assigné homme, pardon, et qui va faire une transition pour devenir une femme dans son identité de genre et dans comment elle est perçue par les autres. Et après, évidemment, il y a d'autres identités de genre qui existent, comme l'identité non binaire, qui consiste à justement revendiquer une appartenance ni au genre masculin ni au genre féminin, mais à quelque chose qui est soit dans un intermédiaire entre les deux, soit dans aucun des deux, juste autre chose. Le genre masculin et féminin ne vous parle pas. Donc en fait, c'est une déconstruction du genre lui-même, du concept même d'avoir des rôles sociaux assignés, qu'on devrait respecter, auxquels on devrait correspondre. Donc, juste, ça reste important de voir que pour 99% des gens, l'assignation à la naissance, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, une personne qui a un pénis à la naissance se genrera au masculin plus tard et vagin se genrera au féminin. Mais, encore une fois, le fait qu'il y ait une minorité et qu'elle soit en petite quantité ne veut pas dire qu'elle est négligeable et qu'elle n'existe pas. Ces gens existent et en fait, il y en a plus de 60 000 en France, au minimum. Donc, pour identifier, pour pouvoir mesurer l'identité de genre dans les études, etc., dans les questionnaires qu'on peut passer, il y a des questionnaires de ce genre-là qu'on peut poser, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens, voilà, dans quelle mesure est-ce qu'ils se vivent comme étant féminins, dans quelle mesure ils vivent comme étant masculins, et du coup, plus on va être à droite du graphique, plus du coup on va se reconnaître dans l'identité féminine, donc on va à droite, on a les femmes, et plus on va être en haut à gauche, plus on va se reconnaître dans l'identité masculine. Et donc vous voyez bien qu'il y a deux archétypes extrêmes, mais qu'il y a aussi tout un tas d'intermédiaires. Les personnes queer, c'est ça, c'est des personnes qui se reconnaissent pas dans un archétype strict, mais qui vont plutôt naviguer entre les deux ou se reconnaître dans un intermédiaire, quoi. Est-ce que niveau rythme, ça va pour l'instant? Ok. Une confusion qui est extrêmement fréquente aussi, c'est de confondre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'on va considérer que, en fait, on a des heuristiques, des raccourcis de la pensée, alors je développerai ça après, qui consistent à vouloir se simplifier la vie et dire, ah bah, un mec qui est un peu efféminé, bah, il doit être homosexuel, c'est pour ça en fait qu'il est efféminé. Et du coup, on va considérer que l'attitude d'une personne, l'expression de son genre, nous renseigne sur son orientation sexuelle, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut être une femme trans et être attiré par les hommes ou par les femmes, ou par aucun des deux d'ailleurs, ça dépend des gens. Et donc, voilà. Et surtout, l'identité de genre, ce que je vis à l'intérieur de moi, n'est pas forcément la même chose que ce que les gens vont voir. C'est-à-dire que, par exemple, une personne trans qui est en début de transition, imaginons qu'une personne assignée femme qui fait une transition pour devenir un homme, au début de la transition, cette personne a été assignée femme toute sa vie, donc elle va ressembler à une femme. Sauf que ce qu'on voit, ce à quoi elle ressemble, n'est pas forcément la même chose que ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça qui peut générer de la dysphorie et un décalage. C'est justement qu'on va être ramené à une case en permanence, alors que cette case ne fait pas sens pour nous, quoi. Ce qui peut être assez violent. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est que l'identité? Donc, j'ai été à l'essentiel, hein. L'identité, c'est vraiment ce que je considère comme étant la même chose que moi. C'est ce pourquoi je me prends, en fait. C'est-à-dire que ça peut être
Mon corps, voilà, je suis mon corps, mes émotions, mes pensées, les rôles que je joue. Voilà, je me prends pour un psychologue, je me prends pour quelqu'un qui fait une conférence. C'est qu'un rôle, en fait, c'est qu'une fiction. Mais si j'y crois, si je m'identifie à ce rôle, du coup, si on attaque les psychologues, genre si on écrit une tribune sur Facebook pour critiquer les psychologues, si je m'identifie à l'étiquette du psychologue, je me sentirais visé, je me sentirais peut-être blessé. Alors qu'en fait, je suis libre de ne pas m'identifier au rôle de psychologue. Et voilà. Quand on s'identifie à quelque chose, souvent, justement, ça va impacter notre vie, en fait. Tout à l'heure, je voulais dire un truc, d'ailleurs, je ne sais plus c'était quoi, par rapport à ça. Mais voilà. Oui, si, voilà. Quand on vit un traumatisme, en fait, les traumatismes vont souvent s'ancrer dans le cerveau sous forme de croyances négatives sur soi. Par exemple, toutes les croyances du genre je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne mérite pas d'être aimé, etc. C'est des croyances auxquelles je m'identifie en fait. Je ne m'en rends pas forcément compte, c'est pas forcément volontaire. Mais en fait, ça va nous handicaper parce que fusionner avec ces croyances-là, fusionner avec le fait d'être nul, nul égale Robin, et ben ça va nous empêcher de faire des choses où on n'est pas nul. Ça va faire qu'on va couper le monde en deux, on va s'identifier à une partie du monde, le monde des gens nuls, et du coup on considérera que le monde des gens bien, c'est pas nous en fait, ça ne nous concerne pas. Ce qui est une fiction, mais du coup tant qu'on y croit, ça va être une croyance limitante. Et l'identité, c'est pas uniquement ce pourquoi je me prends, c'est aussi ce à quoi je suis ramené en permanence par les autres. C'est-à-dire que l'existence, être reconnu par les autres, c'est justement être étiqueté, c'est être associé à des choses. Dans les relations humaines, on passe notre temps en fait, à se juger les uns les autres et à se foutre des étiquettes sur le front. C'est normal, le cerveau marche comme ça. Le cerveau a besoin de repères, le cerveau a besoin d'organiser la société, etc., et de se créer une représentation des gens. Et du coup, par exemple, quand quelqu'un arrive sur Terre, son entourage va lui faire tout un tas d'injonctions, du genre, ben voilà, t'es un garçon, faut pas pleurer, t'es une fille, tu dois jouer à la dinette, tu dois être gentille. En fait, tout ça, c'est juste des croyances, des habitudes qu'on nous fout dans le crâne, jusqu'à ce que ça finisse par s'implanter, on l'introjecte et que ça devienne notre identité, en fait. Mais c'est juste des fictions. On n'est pas obligé de dire aux garçons de ne pas pleurer. Par contre, on le fait. La société, en fait, nous conditionne à prendre des rôles plus que d'autres. Et les projections, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « Ah bah, lui, il ressemble vachement à son père, etc. Il est sûr qu'il va être fort comme lui, au contraire, il est chiant comme sa mère, etc. » Bah, c'est pareil. En fait, on va projeter des choses, on va faire des analogies, des associations qui font que la personne finira par être foutue dans un rôle et elle y sera enfermée par les contraintes, par les choses qu'on va lui rappeler en permanence. Et donc, voilà, c'est important de comprendre que l'identité, c'est pas un truc qui existe ex nihilo en dehors de tout contexte social. L'identité, c'est avant tout dans quelle case est-ce que les autres me mettent en permanence. Et on pourrait trouver que justement, il y a cette phrase qu'on entend souvent qui est justement, il ne faut pas juger. Et je trouvais ça super, et je trouvais ça vachement juste, justement, cet espace que vous avez créé à l'atelier d'écriture où on peut s'autoriser pendant un temps à ne pas se juger et à ne pas juger les autres. Et c'est précieux d'avoir accès à un espace comme ça. Si c'est précieux, c'est parce que c'est super rare en fait comme espace. Parce que la plupart du temps, on juge tout le temps. Et tout le monde nous juge en permanence. Parce que, en fait, un jugement, c'est une façon de se créer un repère. C'est une façon de pouvoir avoir une vision du monde simplifiée pour pouvoir agir. Parce que le cerveau, son job, c'est d'agir. Et donc, on va en permanence créer des heuristiques. Les heuristiques, c'est des autoroutes de la pensée, c'est des simplifications du monde. Pour pouvoir justement faciliter l'action. Par exemple, si on dit, ah ben voilà, les gens qui s'habillent en rouge, c'est des méchants, du coup les gens, je n'en parle pas. Et du coup, je peux agir, dès qu'il y a des gens en rouge, je sais comment réagir, etc. C'est un peu simple, mais on passe notre temps à faire ça. À créer des repères. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que si on n'a pas de repères, en fait, on va être saturé par à quel point le monde est complexe, et à quel point le monde est effrayant. Et du coup, en fait, on passe notre temps à faire des crises d'angoisse. Les repères, les heuristiques, c'est ce qui nous permet de pouvoir apaiser l'angoisse en pouvant mettre du sens sur le monde, en ayant une explication simple qui permet de pouvoir agir, en ayant une carte du monde qui permet de se repérer en fait. Et donc, l'identité, elle va avoir des enjeux qui seront différents selon les âges de la vie, parce que justement on n'aura pas le même niveau d'autonomie par rapport aux croyances, par rapport aux injonctions, etc. Donc, quand on est enfant, souvent, je me rappelle comme ça que quand j'étais enfant, mon père il m'avait transmis une sorte de vision négative sur les gens du voyage. Il disait voilà, les gens du voyage c'est des voleurs, c'est des personnes malhonnêtes, etc. Et en fait, quand j'étais enfant, moi j'avais cru à ça. Et donc du coup j'avais une personne qui était issue des gens du voyage dans ma classe, et du coup je l'aimais pas, non pas parce que je le connaissais, mais parce que j'avais assimilé le jugement de mon père. Sauf que plus tard, je me suis rendu compte, j'ai discuté avec des gens qui étaient super sympas, qui étaient issus des gens du voyage, et je me suis rendu compte que mon père avait dit des grosses conneries. Mais que je l'avais cru, parce que c'était mon père, et que mon père avait forcément la vérité, vu que c'est mon papa.
Et du coup, bah voilà, j'étais en conflit avec ce gamin, alors qu'en fait, il ne m'avait rien fait de mal. Mais par contre, il n'était pas dans le cadre de mon père, en fait. Et donc voilà, chez les enfants, il y aura beaucoup ça. Il y aura, en fait, on est dépendant de ses parents, et donc on va avoir tendance à absorber ce qui nous fout dans le crâne, même si c'est débile, en fait. Parce que juste, on a besoin de nos parents pour survivre. Quand on est ado, c'est vachement différent, hein, ceux que les ados le savent. C'est que, au contraire, on ne va plus du tout être dans cette espèce de dépendance aux parents, mais on va commencer à s'autonomiser, on va commencer à chercher à appartenir à un groupe de pères, de gens de notre âge, avec qui on va pouvoir créer une identité propre, personnelle. Et donc du coup, on va créer tout un tas de sous-groupes, où du coup, on va partager les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes façons de s'habiller, etc. Parce que le but, c'est justement de pouvoir se construire, de pouvoir répondre à la question « qui suis-je ?» sans justement s'identifier au fait d'être l'enfant de ses parents, quoi. Ce qui peut justement générer aussi beaucoup de conflits avec les parents. Parce que c'est comme ça que l'ado se construit, en fait. Il se construit par le rejet, avant de pouvoir après grandir et se rendre compte que c'était un peu excessif. Mais bon, ça arrivera après. Je me suis dit, j'en parlerai pas parce que sinon j'aurai pas le temps, mais si tu veux, j'en parle. Le nombre de Dunbar, c'est, j'en ai parlé dans le mardi d'ailleurs, c'est la limite du nombre de personnes avec qui on peut être en intimité, avec qui on peut avoir un vrai lien humain en même temps. Le cerveau humain, il a des limites, ce qui fait qu'au-delà de 150 personnes, il ne pourra plus avoir un vrai lien authentique avec les gens, il va commencer à mettre les gens dans des cases. Il ne va plus dire « je suis intime avec telle et telle personne », il va dire « voilà, j'aime bien les footballeurs par exemple ». C'est-à-dire qu'on fout tous les gens dans une même case et on va rentrer en lien avec cette case, qui est une fiction. Mais c'est une façon de pouvoir augmenter la quantité de gens avec qui on est en lien. On va dire, ah, les youtubeurs ceci, les gens sur Twitter cela, etc. C'est juste une façon de se simplifier la vie pour pouvoir continuer à penser le monde, parce que sinon il y a trop de variables, trop de données, c'est trop complexe. Et du coup on sature en fait. J'aime bien le concept d'adolescent, parce que y a un truc humoristique que j'entends souvent en ce moment qui dit que en Occident, on atteint l'âge adulte vers 35 ans. Et je trouve que c'est pas si faux que ça. Pour dire que justement, on voit beaucoup dans les enjeux identitaires à cet âge-là, en gros entre 18 et 30 ans, quoi, cette volonté de trouver un combat à mener, de trouver une quête, de trouver une lutte pour laquelle on va pouvoir jouer le sauveur. Et dans tous les bords politiques, hein, il y a ça. Et donc c'est intéressant de voir justement comment se construisent ces luttes, souvent en désignant un ennemi, en désignant les vieux qui sont cons et qui n'ont rien compris, et où on va faire mieux qu'eux parce que nous on est jeunes et qu'on est intelligents. Et du coup, voilà, ça dure qu'un temps, hein, c'est une phase, mais elle est nécessaire, on passe tous plutôt par là. Enfin, moi le premier. J'en suis un peu encore là d'ailleurs. L'âge adulte, c'est quelque chose où en théorie, je dis bien en théorie, on est censé avoir davantage de recul et d'expérience, mais en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, on peut quand même avoir des vulnérabilités et éventuellement faire des choses au nom de cette quête identitaire qui peuvent se révéler assez catastrophiques, voire dangereuses. Comme justement cette influenceuse à droite, Zana Samsonova, qui était une influenceuse russe, militante végane, qui pendant des années s'est nourrie exclusivement de fruits et de graines, et qui du coup est décédée de malnutrition. Mais au moins, elle avait des vues sur Instagram. Mais par contre, à quel prix, quoi. Et donc voilà, l'idée c'est que parfois, en fait, la quête identitaire est tellement importante et tellement fondamentale dans un monde où on est connecté à la terre entière sur Internet, que du coup, il y a une sorte d'incitation passive à se démarquer et aller plus loin que les autres, à être dans l'extrême pour justement exister et ne pas être dans le troupeau, au risque en fait, de se mettre en danger, quoi. Et donc c'est important d'être vigilant aussi à dans quelle mesure voilà, les gens qui sont en quête identitaire peuvent se faire du mal. Est-ce que vous vous seriez identifié sur cette image? Quel est le mâle et quelle est la femelle? C'est une espèce d'oiseau qui s'appelle le républicain social. Là, c'est la femelle. À gauche, la femelle. Ouais. Tu vois? Ouais, parce que je suis sûr que c'est l'inverse. Dans notre surveille. Je suis sûr que c'est l'inverse. Ah, voilà. C'est une heuristique intéressante. Ça me surveille. Parce qu'il y en a un qui semble plus grand que l'autre, et je pense que dans notre conception sociale, les plus grands, c'est les hommes, et du coup, je pense que c'est l'inverse. C'est une heuristique qu'on a tous. Les hommes sont en moyenne 10% plus grands. 10 cm plus grand que les femmes. Sauf que la République sociale est une espèce d'oiseau qui n'a aucun dimorphisme sexuel d'apparence visible par l'œil humain. Donc en fait, on ne peut pas savoir quelle est le mâle et quelle est la femelle. On peut juste se raconter des histoires en fonction de nos heuristiques. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas savoir, en fait. Et donc, voilà. Le dimorphisme sexuel, c'est ça. C'est quand, dans une espèce animale, le mâle et la femelle ont une apparence différente. C'est quelque chose qui est très visible avec les pans, par exemple. Les pans, ils ont une énorme queue pour pouvoir se la péter, pour pouvoir choper les femelles. C'est invisible avec la République sociale. Et donc, le truc, c'est que l'être humain, Homo sapiens, est une espèce dimorphique.
C'est-à-dire que les mâles et les femelles sont assez différents au niveau de la répartition musculaire, de la répartition des graisses, au niveau de la structure osseuse. Les bassins des femmes sont beaucoup plus larges pour que le crâne de l'enfant puisse passer à l'accouchement, etc. Et donc voilà, pendant mes recherches, j'ai vu régulièrement des gens qui disaient que le dimorphisme sexuel chez l'homme et les femmes était assez faible. Mais en fait, faible tout court, sans référentiel, ça ne veut rien dire. Si on se compare au pan, évidemment que le dimorphisme est assez faible, les hommes et les femmes se ressemblent devant. Mais si on compare au républicain social, le fait que le dimorphisme est vachement important. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment, peut repérer un homme ou une femme à 50 mètres en une seconde. Parce que justement, on a tous des heuristiques, on a tous des jugements qui permettent de repérer, de faire des hypothèses très facilement sur qui est un homme, qui est une femme. Et les chercheurs en psychologie évolutionnaire, donc, qui cherchent à comprendre un peu la psychologie humaine à la lumière de la théorie de l'évolution, ils ont tendance à dire que la fonction du genre, c'est ça. Le genre, initialement, ça sert uniquement à pouvoir repérer très facilement où sont les mâles, où sont les femelles. Je vais l'expliquer après, mais du coup, par exemple, là, qui est le mâle, qui est le femelle, qui est l'homme, qui est la femme? Est-ce que vous avez une idée? Bah, quand on connaît des dessins animés, oui. Ouais. Effectivement, tout le monde a vu Wall-E. Mais en fait, c'est assez facile d'identifier, parce que souvent, on a des heuristiques qui nous amènent à dire, voilà, à gauche, elle est plutôt tout en rondeur, elle a l'air toute douce, etc. Alors qu'à droite, le robot, il est un peu tout cubique, tout sale, on dirait qu'il a travaillé dehors, etc. Ça doit être un mec. Le crâne, il se lave pas, bah c'est sûrement un mec. Et voilà, en fait, ça, c'est des heuristiques, c'est des autoroutes de la pensée qui, justement, nous servent à juger en permanence, en quelques secondes. Oui. Et comment on pourrait faire la différence entre les heuristiques et les stéréotypes, du coup? Je dirais que c'est la même chose. Je dirais que les stéréotypes, c'est des heuristiques, en fait. C'est juste des manières de pouvoir juger très facilement et de repérer qui est qui très facilement. Et le problème d'une heuristique, c'est que c'est pas la réalité, en fait. Mais j'en parlerai. Peut-être j'en ai parlé avant, en fait. Oui, t'en as parlé avant. Ouais. Non, mais je sais plus, en fait. En gros, une heuristique, c'est une carte, une manière de se repérer en cartographiant le monde. Mais évidemment, la carte n'est pas le territoire. Notre cartographie n'est pas le réel. Et du coup, souvent, quand on utilise des heuristiques, des fois, on va se tromper, en fait. Et si on oublie ça, on va rentrer dans une vision dogmatique où on ne doute plus et où du coup on va chercher à imposer ces cases dans la tête à la réalité, sauf que la réalité, elle s'en fout de nos cases. La réalité échappe à notre contrôle, quoi. Donc voilà, en psycho-évo, on considère que les heuristiques sur le genre, ça sert à pouvoir repérer les partenaires sexuels potentiels avec qui on pourra faire des bébés, à repérer qui sont les compétiteurs potentiels, qui sont les rivaux à évincer, et éventuellement, quand on a une femme surtout, qui sont les agresseurs sexuels potentiels, qui peuvent justement être en danger pour nous et dont on devrait se protéger. Ce qui fait que, par exemple, quand on croise une bande de mecs dans la rue, on va changer de trottoir pour éviter de se mettre en danger, en fait. C'est pas un jugement basé sur la volonté de stigmatiser ou de discriminer, c'est un jugement basé sur le fait de vouloir se protéger et de se sentir en sécurité. Ce qui est la fonction première d'un jugement, créer de la sécurité. Et du coup, ces jugements, ces heuristiques qu'on a tous été conditionnés à avoir dans notre société, c'est ce qui va générer parfois une perturbation, un malaise face à des personnes qui ont une expression de genre ambiguë, comme chez Thanos. C'est-à-dire que ça va nous faire bugger le cerveau. C'est une personne qui a l'air d'avoir les cheveux longs comme une femme, mais par contre, il a la barbe comme un mec. Mais du coup, quelle case je vais utiliser, je ne comprends pas. Et du coup, ça perturbe notre sentiment de sécurité, ça peut générer un stress. Parce que justement, on se rend compte que nos heuristiques ne permettent pas de comprendre le monde et de se sentir rassuré. Et donc, on va chercher à investiguer, à dire « Ah, mais je suis sûr que c'est un mec, parce que ceci, cela, etc. » On va chercher à trancher pour pouvoir utiliser notre putain de case. T'as senti un gros mot? Oui. C'est pas le seul, hein. Non, mais en fait, je dis plein de cases parce que en fait, les cases, c'est ça aussi qui va générer beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que quand on réduit les gens à des cases, quand on regarde par exemple au collège ou au lycée, enfin surtout au collège, beaucoup de violences sont des violences liées au sexisme. En fait, ce sont des violences qui au fait que les hommes ne sont pas assez masculins, que les femmes ne sont pas assez féminines. Et du coup, en fait, on va se violenter les uns les autres parce que justement, on cherche à ramener les gens dans les cases, en permanence. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on passe notre temps à... par exemple, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est quand tu fais un bébé, machin, t'as 30 ans, c'est maintenant qu'il faut que tu mettes... » Ben voilà, on ramène aux cases. J'ai 30 ans c'est l'époque où on fait des gosses, en fait. Et du coup, il faut absolument me ramener dans cette norme, parce que sinon ça va pas, sinon c'est stressant. Même si ça a du sens, hein. Donc voilà, dans les sciences sociales, plutôt que d'avoir une vision uniquement évolutive, uniquement biologique, parce que c'est que le genre, on va plutôt considérer que en fait, le genre il est construit par une culture. C'est-à-dire que, suivant la culture dans laquelle je me trouve, les rôles sociaux des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Les rôles pourront différer, par exemple, en fonction de si je vis au Japon ou si je vis en Australie ou aux États-Unis. Et donc ça montre bien qu'en fait, on ne peut pas expliquer les rôles sociaux et les rôles de genre uniquement à partir de la biologie, ça ne marche pas. Parce que, en fait, les cultures ne sont pas les mêmes.
Par contre, même s'il y a des variations en termes de rôle de genre entre les hommes et les femmes, il y a quand même une constante qui est que dans toutes les sociétés du monde, c'est les hommes qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le patriarcat dans le monde féministe, c'est que, en général, ceux qui ont l'autorité, ceux qui gèrent, ceux qui transmettent le nom, etc., c'est souvent des hommes. En fait, il y a un mythe qui est qu'il y aurait eu autrefois des sociétés matriarcales. En fait, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Si. Matrilinéaires, mais pas matriarcales. C'est pas vrai. Mais bref, je ne rentre pas là-dedans dans le détail, mais il y a cette idée que quand même, peu importe la culture du monde, en général, les hommes, soit parce qu'ils ont plus de force musculaire, ou parce que c'est un rôle qui a été organisé comme ça, ils vont avoir le pouvoir. Et après, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont méchants et que les femmes sont gentilles et que sont victimes, parce qu'il y a des théories qui montrent que le patriarcat, en fait, il aurait été sélectionné par l'évolution, justement parce que ça permet de créer des sociétés qui fonctionnent, où du coup chacun a un rôle qui est très clair. En cas de guerre, du coup les hommes vont se faire tuer à la guerre, en cas de paix, du coup c'est un peu différent, etc. C'est pas parce qu'il y a un système de domination que ce système est juste un complot des hommes qui veulent maltraiter les femmes. C'est plus complexe que ça en fait. Mais malgré tout, le fait est qu'il y a un rapport de domination et que dans les sciences sociales, le genre est défini comme ça, comme une exploitation des femmes par les hommes, avec les inégalités et la violence que ça sous-entend. L'homme est le sujet, la femme est l'objet. Et il y a même des gens comme Florence Porcel, ce bouquin est assez sympa d'ailleurs, qui disent que la femme c'est une fiction politique, mais l'homme aussi en fait. Une fiction qui permet de justement légitimer une domination, qui est, voilà, les hommes sont plus intelligents, plus compétents, meilleurs en maths, et du coup, c'est normal qu'ils soient tous à la tête du pouvoir et qu'on galère à faire une parité homme-femme. Donc, quelques exemples de cultures dans le monde où il y a plus que deux genres. C'est-à-dire qu'il y a plein de cultures dans le monde où, en fait, ils reconnaissent un troisième genre, comme les Pocotes en Afrique du Sud, où, en fait, ils vont reconnaître l'existence d'un genre à part entière qui est lié aux personnes intersexes. C'est-à-dire que là, le troisième genre, il sera lié au fait que les personnes naissent avec des organes sexuels qui sont non-binaires. Et après, le fait qu'il existe dans le monde des sociétés avec plus que deux genres ne signifie pas du tout que ces autres genres vont être bien vus ou qu'ils vont être perçus comme équivalents au genre masculin et féminin. Parce que justement, souvent, même si le genre va être reconnu et qu'il y aura un terme pour les désigner, ils pourront aussi être persécutés, être maltraités, être isolés, etc. Si je prends les Irjas en Inde, c'est des personnes assignées hommes à la naissance qui vivent comme des femmes et qui voilà, sont organisées entre elles parce que justement, sinon elles sont persécutées en fait. Et c'est important de comprendre ça, qui est que on a ces autoroutes de la pensée, ces heuristiques qui font que quand les gens dérogent à des normes, on va chercher en fait à les faire rentrer dans le rang, et s'ils ne rentrent pas dans le rang, en fait, on va les maltraiter. Pas forcément consciemment, mais juste parce que toute la société va être dans l'injonction en permanence, et que voilà, ça va générer des discriminations, quoi. Et des... Voilà. Donc, là je parlais du genre dans les différentes cultures. C'est dans le cas où les personnes voilà, sont cisgenres organisées dans des cases bien précises, mais justement il y a des situations, comme je disais au début de la conférence, où les gens ne se reconnaissent pas dans les rôles qu'on leur a assignés. Et donc c'est dans ces cas-là que les personnes se considèrent transgenres et que du coup elles vont éventuellement faire une transition. Ce décalage en fait entre le genre assigné et le genre qui a du sens pour ces personnes pourra générer une souffrance, c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre, mais en fait c'est pas systématique. Toutes les personnes trans ne souffrent pas de dysphorie de genre. Souvent en fait on a tendance à pathologiser la transidentité, mais on verra après que c'est une simplification encore une fois. Le truc aussi à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'explication convaincante de d'où vient la transidentité et pourquoi ça existe. C'est un peu comme l'homosexualité en fait. À une époque, on considérait que c'était une pathologie psychiatrique, l'homosexualité. Dans les années 70, c'était dans le DSM, c'était être fou que d'être homosexuel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Même si dans certains milieux, c'est encore un peu l'idée implicite. Mais en fait, au début, on pensait que c'était une pathologie parce que c'était pas normal, parce que évidemment, les hommes et les femmes sont fertiles entre eux, et donc c'est comme ça que ça doit se passer. Sauf que ce qu'on observe maintenant, c'est qu'il y a de l'homosexualité dans quasiment toutes les espèces animales, enfin tous les mammifères. Homosexualité, voire d'autres choses plus exotiques encore. Voilà, enfin, j'ai eu des choses assez spectaculaires sur ce que font les lapins. Je ne rentre pas dans le détail. Mais voilà. L'idée, c'est que quand il y a un décalage entre le genre assigné et le genre vécu à l'intérieur, c'est ce qui va générer justement cette transition qu'on appellera un coming out. Coming out, ça veut dire sortir de l'ombre, en gros. Ça veut dire arrêter d'être assigné et pouvoir justement revendiquer le genre qui fait sens pour nous et faire une transition sociale, ça veut dire commencer à demander à nos proches de nous genrer dans le genre qui fait sens pour nous, le genre désiré, quoi.
Et le problème, c'est que ça va générer tout un tas de complications, tout un tas d'enjeux sociaux, justement. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'identité, c'est pas uniquement ce que je me raconte, c'est pas uniquement la réponse à la question qui suis-je. L'identité, c'est aussi les cases dans lesquelles on met les choses, les étiquettes que les gens vont coller sur le visage en permanence. Et le problème d'une transition de genre, c'est que, ok, moi je me genre différemment, mais peut-être que les gens autour de moi n'auront rien à faire de ma transition, et en fait ils continueront à me genrer au genre assigné à ma naissance. Et c'est ça va générer tout un tas de conflits. Justement parce que aujourd'hui on ne considère plus que la transidentité c'est une pathologie psychiatrique. Ça fait pas longtemps, en fait si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que je vois bien à quel point on est souvent assez peu informé sur l'état de la connaissance et sur les changements des lois, etc. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, en fait, ça n'existe pas. Pour beaucoup de gens, distinguer le sexe et le genre, déjà, ça n'existe pas, en fait. Alors que, en fait, les textes de loi changent au fur et à mesure. Et donc, depuis quelques années, dans le monde, on ne considère plus qu'être trans, c'est être un malade mental. Ce qui était encore le cas avant. Le truc, par contre, c'est que même si officiellement dans les lois c'est plus considéré comme étant une pathologie psychiatrique, il y a quand même un peu toujours cette espèce de psychiatrisation de la transidentité. On attend des gens qui souffrent, on attend des gens qui soient malheureux pour pouvoir justifier qu'ils aient besoin de soins, qu'ils aient besoin de faire une transition, qu'ils aient besoin d'hormones, etc. Et du coup il y a une sorte de pression sociale à devoir montrer qu'on va pas bien pour pouvoir justement recevoir de l'aide des soignants, quoi. D'ailleurs, il y a même une sorte d'incitation à mentir pour bénéficier d'une ALD, c'est-à-dire que sur un site que j'ai regardé tout à l'heure, sur justement comment accompagner le parcours de transition des personnes trans, il y a cette idée qu'on suggère aux gens de mentionner un maximum d'axes de prestation médicale, de dire voilà, je me sens mal, je souffre, je veux faire une opération, etc. Même si en fait ils ne la font pas, mais c'est que ça permet de justifier d'avoir une aide pour pouvoir justement faciliter la transition et limiter justement la violence de leur entourage, de la société, qui va tout le temps les ramener à leur genre d'assignation et les discriminer parce que justement ils ne correspondent pas aux cases que la société a pensées pour eux, quoi. Donc, il y a quelques termes que je voulais éventuellement aborder. Donc, l'essentialisation, c'est quand on réduit une personne à ce qu'on considère comme essentiel chez elle. Donc, ce que les personnes trans en général détestent, c'est qu'on les ramène tout le temps à une dimension biologique de leur corps. C'est-à-dire, une femme trans, on va dire non, t'es pas vraiment une femme, t'es juste un mec qui porte des jupes. C'est-à-dire qu'on va essentialiser la personne en la ramenant à ses organes génitaux. On va considérer que son expression de genre, son identité subjective n'a aucune importance, n'a aucune valeur. Le seul truc qui compte, c'est ce qu'elle a entre les jambes. Une sorte d'obsession. Et ça sera vécu comme une violence parce que justement, c'est comme si on ne laissait pas les gens définir qui ils sont. On ne les laissait pas répondre à la question qui suis-je, mais qu'on pensait pour eux les cases dans lesquelles ils devaient être rangés et qu'ils n'avaient pas leur propre chapitre, en fait. Ce qui, aujourd'hui, dans une société où on déconstruit les stéréotypes, justement, c'est de moins en moins acceptable parce que justement, plus on est libre, plus on a envie de se redéterminer, plus on a envie de décider qui je suis et quelle vie j'ai envie d'avoir. Et on n'a pas envie de juste se soumettre à une injonction sociale, en fait. Et donc, la façon dont on pense et dont on parle de l'identité de genre, ça peut en dire beaucoup sur comment on inclut les personnes trans dans la société. De dire d'une personne qu'elle se sent femme, ça sous-entend que c'est qu'un ressenti, que ça n'a pas vraiment d'importance, qu'en fait c'est juste un petit délire, quoi. Alors que justement, il y a cet énorme conflit qui a eu lieu, justement, lancé par J.K. Rowling, encore une fois sur Twitter, cette idée que les femmes trans sont des femmes. C'est un tweet qui a été tweeté par Emma Watson en réponse à J.K. Rowling. Justement parce que les personnes trans considèrent que si, dans une société, dans la salle, s'il y a des personnes trans, peut-être vous en rendez pas compte, mais quand on les réassigne en permanence à leur genre assigné à la naissance, à leur sexe biologique, etc., et bien du coup ça sous-entend que ce ne seront jamais des femmes. En fait, c'est juste des hommes un peu bizarres. Et du coup, c'est discriminant de toujours séparer les personnes trans et les personnes cis, comme si elles étaient fondamentalement de nature différente, et comme s'il y avait ces cases liées à la biologie qui ne pouvaient pas bouger jamais sous aucun contexte. Et donc voilà, cette idée, c'est que dans l'inclusion, il y a cette volonté de repenser les catégories de ce que sont les hommes et ce que sont les femmes, pour justement pouvoir apprendre à vivre ensemble et à tenir compte de justement comment les gens ont envie de vivre et d'être perçus socialement par leurs proches, par la société en général. Et donc le passing, c'est ça. Le passing, en gros, c'est la capacité d'une personne trans à être invisible en tant que trans. Une femme trans qui a un bon passing, c'est une femme trans qu'on considère comme une femme tout court. On ne va pas dire qu'elle est trans, on va dire c'est une femme, point. Parce que justement, il n'y aura pas, dans notre perception, des signaux qui indiquent qu'en fait, elle est trans et qu'avant c'était un homme, par exemple, dans sa biologie.
Et donc voilà, souvent il y a un enjeu important chez les personnes trans, à avoir un bon passing, c'est-à-dire à pouvoir se fondre dans la masse, parce que toutes les personnes trans ne sont pas du tout des militants énervés sur Twitter, la plupart, en fait, veulent juste vivre leur vie, qu'on leur foute la paix et qu'ils aient le droit d'exister, quoi. Et donc, avoir un passing, c'est une façon de disparaître et de ne pas justement être toujours ramené à son genre d'assignation et toujours ramené à sa biologie, si on n'avait pas le droit de se définir, en fait. Donc, la dysphorie de genre, c'est quand, justement, c'est un diagnostic qu'on pose quand le décalage entre le genre assigné et le genre qui fait sens pour nous génère de la souffrance. Et donc, les critères ne sont pas les mêmes pour les enfants et les ados. Donc les enfants, voilà, je peux vous la plus la diapo, mais en gros, souvent il y aura une sorte de rejet de son corps, une attirance pour les objets et les jouets stéréotypés comme étant de l'autre genre. Souvent il y aura une attirance pour le fait de passer du temps avec des enfants de l'autre genre, alors que dans la société, souvent on est conditionné en fait, à jouer entre garçons, à jouer au foot, à jouer au chunman, ou à jouer entre filles, à aller faire de la corde à sauter, ou à aller faire de la marelle, etc. C'est des stéréotypes. Et en fait, la société nous conditionne à correspondre à ces étiquettes, à ces rôles de genre. Et du coup, une personne qui a une dysphorie de genre, ça n'aura pas de sens pour elle, en tant que garçon, d'aller jouer avec les garçons, si en fait, cette personne ressent une dysphorie par rapport à son genre assigné. Il dit, mais en fait, moi, garçon, ça ne va pas, c'est nul, moi je veux avoir les cheveux longs, moi je veux pouvoir m'habiller comme je veux pouvoir mettre une robe à l'école si j'ai envie, etc. Et souvent, en fait, voilà, ça va générer une souffrance significative, c'est-à-dire que ça va impacter la vie à l'école, la vie dans la famille, etc. Parce que justement, si un petit garçon de 5 ans, il dit moi je vais à l'école avec une robe, bah, les parents peut-être ils vont pas accepter ça en fait. Du coup les parents vont être en conflit avec lui, ça va générer des tensions, et du coup on va dire ah faut l'emmener chez le psy, il est bizarre, il met des robes, etc. Et donc ça va voilà, potentiellement handicaper la personne en fait, d'avoir ce décalage entre son genre assigné et le genre qu'elle... Ah vous voulez revenir? Éventuellement si ça vous intéresse je pourrais vous l'envoyer. Enfin, il ne faut pas que vous ayez écrit en fait. Ok, c'est bon. Pardon. C'est bon. Donc, la prévalence, bon, c'est des chiffres qui évoluent en permanence, donc du coup, vous ne prenez pas ça trop au sérieux, mais en gros, dans le DSM-5, à la base, on considère qu'il y a en gros, voilà, c'est assez faible la prévalence des enfants qui ont une dysphorie de genre. 0,01%, voilà, c'est une personne sur 10 000. L'idée aussi à comprendre, c'est que les enfants trans, les enfants qui ont cette dysphorie de genre, qui souffrent de ce décalage, et ben en fait ça va en faire des proies faciles pour le harcèlement, pour les conflits, ça va en faire des personnes qui sont en minorité, qui du coup vont avoir du mal à socialiser parce que du coup les autres camarades vont les rejeter dans cette non-conformité aux rôles sociaux qu'on lui a prescrits, etc. Et donc une personne qui est isolée, qui a du mal à entrer en lien, qui a du mal à socialiser, bah, du coup c'est une victime beaucoup plus vulnérable en fait. De violence, de groupe, etc. Y compris avec les parents, y compris avec les parents. Il y a des études qui disent que quand il n'y a pas de transition sociale, que la dysphorie chez les enfants a tendance à passer avec le temps, dans un certain nombre de cas, mais encore une fois, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que les études changent en permanence et que du coup la compréhension qu'on a du phénomène change. Donc voilà, c'est juste un titre indicatif, quoi. Chez les ados et les adultes, les critères sont un peu différents. Mais c'est un peu quand même le même pattern, c'est que voilà, il y a un peu deux façons différentes, je trouve, d'investir la tranche d'identité. C'est soit sur la base d'un rejet du genre qui nous a été assigné, du genre voilà, je veux pas être un mec ça me va pas, j'ai pas envie d'être plein de poids, j'ai pas envie d'être plein de muscles, etc. Ça ne me convient pas, et du coup je veux surtout pas être comme ça. Donc je vais faire des choix, je vais modifier mes façons de m'habiller, etc. pour ne surtout pas être perçu comme un homme parce que ça ne me va pas. Ou alors, je vais pouvoir faire une transition parce que je suis attiré par un genre souhaité. Donc je vais plutôt chercher à m'habiller ou à me vêtir ou à avoir des loisirs et des passe-temps qui sont typiques du stéréotype de ce que c'est qu'être une femme dans la culture rouge. Encore une fois, les genres hommes-femmes, les rôles prescrits, c'est un ensemble de stéréotypes. C'est jamais un truc, c'est jamais la nature d'une femme que de faire de la danse. C'est juste une habitude dans une société donnée que d'assigner aux femmes la danse, quoi. Par exemple. Donc pareil, encore une fois, l'élément important, c'est la détresse clinique. Ça sert à, enfin, la transidentité en elle-même, le décalage entre le genre assigné et le genre désiré n'est pas en soi une souffrance. Il y a des gens qui n'en souffrent pas du tout, qui vivent très bien, et qui juste changent d'identité, et voilà, ça leur va. C'est quand il y a une souffrance qu'on parle de dysphorie de genre. Et donc, dans la prise en charge de la dysphorie de genre, de la souffrance liée à ce décalage, il y a un peu deux écoles. Il y a ce qu'on appelle l'approche affirmative de réassignation. Du coup,
La personne arrive en clinique de genre et dit voilà, je suis trans et du coup j'ai besoin qu'on m'aide à faire une transition. Il dit ok, t'es trans, du coup on va t'aider à faire une transition. Est-ce que tes parents sont d'accord? Est-ce que ou si la personne est majeure, c'est pas besoin de le champ. En gros, il y a cette idée que d'abord la première étape ce sera une transition sociale, ce sera de pouvoir commencer à parler avec notre entourage de notre identité de genre, de notre transidentité, et commencer à être assigné par nos proches dans le genre désiré, donc changer de pronom, changer de prénom, voilà. Pensez pour Arlène. La deuxième étape, ce sera une transition hormonale, c'est-à-dire que les hormones de réassignation sexuelle, donc par exemple si je suis un homme et que je veux faire une transition et devenir une femme, je vais prendre des oestrogènes qui vont modifier mon corps, ça va modifier la répartition des graisses, ça va modifier ma musculation, etc., ça va modifier éventuellement ma voix, etc. Et l'idée c'est que le but de l'affirmation de réassignation, c'est de réduire la dysphorie, c'est de réduire la souffrance liée au décalage entre le genre assigné et le genre désiré. Donc évidemment, dans les conditions idéales, ces différentes étapes, elles se font à condition que ça améliore l'état de santé de la personne, qu'elle est de mieux en mieux, qu'elle est plus heureuse, sinon ça n'a aucun sens. Et donc voilà, si la transition sociale et hormonale améliore l'état de la personne, du coup on pourrait éventuellement après envisager une transition chirurgicale et de faire des opérations pour faire mieux correspondre le corps de la personne à son genre désiré. Donc par exemple, si je suis une femme trans, je vais peut-être affiner ma mâchoire pour que ce soit plus ronde, arrondie, je vais modifier mon nez pour que mon visage ressemble davantage à un visage féminin. Parce que, je ne sais pas si vous, enfin, de toute façon on le voit intuitivement, mais il y a des visages typiquement masculins et féminins. C'est pas les mêmes structures osseuses, quoi. Et l'autre approche, c'est l'approche de l'attente vigilante, c'est-à-dire plutôt que de considérer qu'il faut absolument faire une transition tout de suite, maintenant, etc., et on s'en fout des conséquences, on va plutôt proposer à la personne de voir si on peut réduire la dysphorie de genre sans faire de transition pour autant. C'est-à-dire de comprendre quel est le sens de cette dysphorie, dans quel contexte elle s'inscrit, qu'est-ce que ça signifie pour cette personne d'être transgenre, etc., pour mettre du sens ensemble. Et parfois, quand justement on met du sens, la personne va pouvoir s'interroger et voir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que la dysphorie est la cause de ma souffrance ou juste un symptôme, une manifestation d'une souffrance qui était déjà là avant et qui a juste pris ce mot-là et cette forme-là. Et donc l'idée aussi à comprendre, c'est qu'il y a plein de parcours différents, il n'y a pas de normes dans quelles sont les étapes différentes d'une transition. Il y a des gens qui vont juste faire une transition sociale, des gens qui vont faire une transition hormonale, et en fait il y en a qui va, ça va dépendre à chaque fois. C'est chaque personne qui va justement apprendre à se définir et à vivre comme elle l'entend. Le truc aussi qu'on observe maintenant, c'est que à notre époque, il y a un phénomène sans précédent qui est que la population accueillie dans les cliniques de genre a changé. C'est-à-dire qu'auparavant c'était essentiellement des enfants, des petits garçons, plus que des filles, qu'on accueillait, alors que maintenant on observe beaucoup plus d'adolescents qui viennent consulter parce que justement il y a ce malaise par rapport à l'identité de genre, etc. 4400%, c'est ce qui fait qu'on passe de 0,001% à 2% des adolescents qui se déclarent trans dans les collèges et les lycées. Et donc, forcément, ce changement de chiffre, ce bouleversement, ça amène les gens à s'interroger de comment ça se fait que le type de population qu'on accueille est différent. Donc la première explication qu'on peut imaginer, c'est justement celle de la sortie du placard. Un peu comme à l'époque où on a arrêté de maltraiter les enfants qui étaient gauchers pour qu'ils soient droitiers, ou qu'on a arrêté de maltraiter les homosexuels parce qu'ils étaient considérés comme des fous. Et du coup, l'homosexualité, par exemple, on voit que depuis le jour où ça a été dépathologisé en 70, du coup, de plus en plus, la société accepte l'homosexualité comme étant un truc normal, un truc tout à fait ok, et qui n'a rien de stigmatisant, de péjoratif. Et donc, on pourrait se dire que peut-être la transidentité, c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant, c'est de mieux en mieux compris, de mieux en mieux accepté, et que c'est pour ça que naturellement il y a de plus en plus de gens qui se déclarent trans parce que ils ont moins peur d'être persécutés pour ça, quoi. Sauf que ce qu'on observe aussi, c'est que c'est surtout les ados en fait qui font des demandes de transition. C'est pas tant les adultes. Et donc il y a cette dame, Dr Littman, qui a élaboré une théorie pour expliquer pourquoi aujourd'hui c'est beaucoup d'ados qui ont augmenté leur demande de transition de genre. Et donc elle a élaboré un nouveau diagnostic qui n'est pas encore reconnu vraiment par la psychiatrie, mais qui a le mérite d'exister, on va dire, ça s'appelle la dysphorie de genre à déclenchement rapide. C'est-à-dire que la différence de la dysphorie classique, qui souvent commence dès l'enfance, cette dysphorie-là, en fait, elle commencerait à l'adolescence sans signe dans l'enfance, observable par les parents, par les proches. Et donc, l'explication, on va dire, la plus intuitive pour comprendre ce phénomène, ce serait de dire que c'est un phénomène social. Ce serait lié à la présence des ados sur les réseaux et à ce qu'on peut être exposé sur les réseaux sociaux.
Et donc, pour comprendre ce que c'est qu'un phénomène social, voilà, je trouve que l'Unspinner c'est assez révélateur. En 2017, il y a Jonathan Osman qui a fait une vidéo en France, il y a plein d'influenceurs YouTube qui ont fait des vidéos sur le Unspinner. Et du coup, on observe que sur les courbes de demande de recherche et d'intérêt sur le Unspinner, voilà, en 2017, ça intéresse tout le monde, et après tout le monde s'en fout. Donc typiquement, c'est ça. Un phénomène social, c'est un phénomène où, pendant une période, il y a une sorte de contagion mimétique entre les cerveaux des gens. Tout le monde déjà dans un spinner, tout le monde joue avec un cours d'écrit, etc. Même moi, j'en ai un dans mon bureau. Et par contre, au bout de 6 mois, en fait, il est revenu au spinner, on n'a plus rien à foutre, en fait. Parce que c'est juste un jouet, et voilà, on a joué avec, on est content, on fait pas d'autre chose, en fait. On a même le droit de jouer avec. Oui, si vous voulez, je le reviendrai sur mon bureau. J'en ai 2. Donc voilà, un phénomène social, c'est un phénomène où on est influencé les uns par les autres, quoi. Et donc, on pourrait penser ce phénomène de dysphorie rapide chez les ados comme un phénomène social. Parce qu'on voit bien que, voilà, à la base, c'est des enfants qui sont diagnostiqués dysphoriques. Maintenant, c'est surtout des ados qui font des demandes, et surtout de manière exponentielle. Et c'est surtout des jeunes femmes, en fait, qui font des demandes, d'après les statistiques. Et donc, on pourrait se dire, voilà, quand même, c'est intéressant d'observer que plus le temps passe, entre 2004 et aujourd'hui, plus les recherches sur l'homosexualité diminuent, plus les recherches sur la transidentité augmentent. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant à comprendre autour de ça? On peut ne pas être d'accord avec ça, c'est vraiment juste une lecture possible du phénomène, de dire que, en fait, voilà, en 2007, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu la sortie du premier iPhone. 2007, c'était il y a 15 ans, 15-20 ans, et du coup, l'iPhone, ça veut dire la sortie d'Instagram, des réseaux sociaux, etc., d'un espace où on est tous connectés les uns aux autres, où on peut tous se comparer les uns aux autres, et surtout se comparer aux gens les plus intelligents, les plus beaux, les plus parfaits, en fait, et se dire, mais moi je suis nul, en fait, à côté, moi j'ai aucune valeur, moi je ne pourrai jamais rivaliser avec ces gens qui sont parfaits, qui sont super beaux, qui posent sur Instagram avec leur bikini, etc., sur la plage. Et donc, le risque, surtout pour les femmes pour qui l'image, l'apparence corporelle est souvent, les femmes sont souvent réduites à ça, en fait, souvent associées à leur corps, etc. Et ben du coup, ça fait flipper, en fait, quand on est une ado, dit, mais j'ai pas envie de devenir un bout de viande, que tous les mecs vont vouloir pécho, etc., ça me fait pas envie. Et du coup, j'ai pas envie de devenir une femme, en fait, j'ai pas envie de devenir une femme adulte, parce que c'est juste trop flippant, quoi. Et donc voilà, c'est une explication qui est souvent pas mal critiquée, mais qui peut être intéressante à prendre en compte, pour expliquer qu'est-ce qui ferait que certaines ados, plutôt que d'envisager de correspondre à l'archétype de la femme qui va être discriminée, qui va être victime de sexisme, etc. toute sa vie, de dire mais en fait non, je préfère être un mec, je préfère devenir un mec en fait, parce qu'au moins je pourrais être en sécurité, je ne serais plus en danger de faire agresser dans la rue parce que juste j'ai les cheveux longs et qu'un mec a vu en moi une opportunité de pouvoir... un autre truc aussi à prendre en compte, pour comprendre pourquoi il y a autant d'ados aujourd'hui qui en demandent une transition, c'est que un problème que ça pose, c'est qu'une partie importante de ces ados, en fait, ont des comorbidités psychiatriques. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'ils ont une dysphorie de genre, c'est aussi qu'ils ont des traumatismes, qu'ils ont un trouble de la personnalité, que parfois il y a un syndrome autistique derrière. Et du coup, ça pose la question de est-ce que la souffrance de cette personne est causée par la dysphorie, ou qu'elle est causée par tout un tas de facteurs complexes, mais que l'explication de la dysphorie permet d'avoir une solution en tête, de dire bah, ok, si c'est ça mon problème, alors j'ai une solution qui est, je fais une transition sociale, peut-être j'irai mieux. Peut-être je serai plus heureux si je fais une transition de genre. Sauf qu'en fait, en général, en psychiatrie, quand on fait les choses bien, on ne se contente pas d'avoir une explication monolithique pour expliquer la souffrance des gens. On envisage plusieurs hypothèses, plusieurs explications différentes. C'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est-à-dire que quand on a un diagnostic, c'est-à-dire une étiquette, une case, c'est comme ça un diagnostic, on va aussi parfois chercher à dire, mais ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations à prendre en compte dans le contexte dans lequel cette personne vit, pour mettre du sens sur sa souffrance et pour comprendre d'où ça vient. Et il y a des cliniciens qui ont le sentiment, quand ils accueillent des populations d'ados, etc., que, en fait, certains adolescents trans ont un peu le même profil et les mêmes symptômes que des personnes du même âge, qui ont les mêmes troubles psychiques, mais qui n'ont pas de dysphorie de genre. Et du coup, on peut se poser la question, mais d'accord, pourquoi est-ce que c'est la dysphorie qui est conçue comme l'origine du problème et donc la solution? Alors qu'en fait, ça se trouve, si on traitait les comorbidités, si on traitait la phobie sociale, si on traitait les TOC ou le traumatisme, en fait, cette personne irait beaucoup mieux et elle accorderait beaucoup moins d'importance à cette
question de la dysphorie de genre et de la transidentité, quoi. Et il y a autre chose, sans parler des comorbidités psychiatriques qu'il peut y avoir, c'est que l'adolescence, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un moment où on se questionne sur son identité. Son identité propre sur plein de choses, mais aussi son identité sexuelle. Donc en fait, il est naturel de se poser des questions sur qui je suis et moi, je suis quoi, et de remettre en question toutes les étiquettes qu'on nous a données enfant. Donc il y a aussi, je pense, pour ça que c'est une expansion à ce moment-là, c'est parce que maintenant on ose parler de ces questions-là identitaires qu'il y a quelque temps on parlait pas et on ne disait pas. C'est aussi quelque chose de naturel de se poser ces questions, juste on en parle. C'est pour ça d'ailleurs souvent on diagnostique pas de façon trop rigide un adolescent, parce que c'est normal quand on est ado d'avoir des émotions qui fluctuent, que ce soit le bordel de notre vie, en fait, c'est juste le principe de l'adolescence. Et donc du coup, justement, l'identification rigide à une étiquette comme étant la seule explication possible à la souffrance, c'est une heuristique, c'est une façon de développer l'énergie, mais c'est pas forcément une explication satisfaisante pour rendre compte de la personne dans son ensemble, de qui elle est, en profondeur. Ce qui génère de la souffrance, c'est la façon dont on réagit à ces questionnements, surtout. Dont l'entourage. Oui, bien sûr. En fait, oui. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, mais effectivement, j'en parlerai quand je parlerai de la détransition. Mais effectivement, l'entourage est déterminant dans la santé des personnes concernées par ce sujet-là. Ça, c'est pareil, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais autre chose, c'est qu'il y a des études qui montrent que, justement, du fait du harcèlement, du fait des discriminations, même après une transition, même après une réassignation sexuelle, en fait, il y a un risque non négligeable, un risque supérieur à la moyenne pour les personnes qui sont trans, d'avoir encore des dysphories de genre, d'avoir encore des comportements suicidaires et des troubles psychiatriques. Non pas tant parce que c'est des personnes qui sont intrinsèquement mal dans leur peau, mais parce que être trans, c'est pas simple dans une société normative. Et donc du coup, même quand ces personnes font une transition, etc., le risque c'est qu'elles soient encore dans une situation de grande précarité, parce que justement, la société est très pas tendre avec les personnes dysphoriques de genre. Bref. Alors, oui. Je n'avais jamais lu le risque de perte de QI sur les bloqueurs de puberté. Qui, source, chiffres, données Alors, je vous donne. J'ai tout en train de PDF si vous voulez. Mais... Après, voilà, encore une fois, c'est les. Enfin, le problème, en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé en préparant tout ça, c'est que les sources, les gens qui donnent des sources sont rarement neutres. Et souvent, justement, on entend tout et son contraire, suivant le bord politique des gens, etc. Et effectivement, en fait, les risques de perte de QI, etc., c'était des gens qui parlaient de l'effet, la connaissance qu'on avait de cette molécule-là, parce qu'elle est utilisée depuis longtemps pour d'autres usages, etc. Mais après, j'ai aucune idée, j'avoue, de à quel point c'est important, à quel point c'est handicapant, etc. C'est vraiment ce que j'ai vu passer. On parle de l'extrait de cyclodérone. Oula, je ne saurais pas dire. Le bloqueur de puberté, quoi. Après, Mais bon, ça se trouve, vous connaissez mieux le truc que moi, c'est pas possible. Donc, un autre truc justement qui va impacter énormément la santé mentale des personnes considérées par la transidentité, c'est justement la discrimination par l'environnement par rapport à cette transidentité. Donc la transphobie, c'est ça, c'est une manière de... C'est un peu comme le racisme pour la race, sauf que là c'est pour l'identité de genre. Donc du coup on va considérer que les personnes trans sont inférieures, qu'elles sont moins bien, qu'elles sont pas normales, etc. Et donc, puisqu'elles sont déshumanisées et considérées comme des personnes inférieures, ça va légitimer la violence. On va dire c'est pas grave, de toute façon, pas des humains, c'est des trans. Et donc, voilà, la transphobie c'est un peu ça. La transmisogynie, c'est la transphobie appliquée aux femmes trans. Parce que, comme tout à l'heure, je disais que la société est organisée sur un mode, dans un système de domination des femmes par les hommes. Et donc, du coup, la misogynie, c'est ça. C'est de considérer les femmes comme inférieures, comme étant trop faibles, comme étant fragiles, il faut leur tenir la porte, il faut leur avancer la chaise, parce que de toute façon, elles sont trop faibles et qu'elles s'en sortiront pas toutes seules. La transmisogynie, c'est ça, mais appliquée aux femmes trans. C'est-à-dire que non seulement elles vont subir la transphobie, mais en plus la misogynie. Et voilà, Tam Latesta, elle le reformule un peu comme ce que je viens de dire, c'est l'idée que c'est déjà d'être une femme dans la société, mais être une femme trans, c'est souvent encore plus dur. Il y a un concept que j'en parle pas parce que du coup sinon ça va durer 3 heures, mais c'est la syntonie, c'est cette idée que
il y a des populations de la société qui vont être concernées par plusieurs facteurs de risque sanitaires qui vont s'accumuler entre eux et qui font que la personne elle va être encore plus à risque que juste si elle était par exemple fumeuse et alcoolique. Ben non, il y aura un truc qui fait que ça va être encore plus vulnérabilisant et encore plus de risque d'être dans le problème de santé, quoi. Et donc voilà, quand les dominations, quand le fait de subir les oppressions s'accumulent, ben, ça va générer potentiellement encore plus de facteurs de risque. C'est pour ça que les femmes trans sont souvent beaucoup plus à risque de subir des violences, etc. Et donc le cis-sexisme, c'est juste une vision du monde, voilà, comme je disais, normative, qui est qu'on considère que les personnes cis sont mieux que les personnes trans. Qu'il vaut mieux être cis, c'est mieux, c'est plus simple, etc. C'est une manière de hiérarchiser, entre guillemets, les personnes, encore une fois. Donc, vous voyez, les lois sont super récentes. Hein. 2022, c'était hier, quoi. Donc, il y a des lois qui ont été votées récemment pour justement faire rentrer dans les codes de la conversion le fait de vouloir enfermer les gens dans leur sexe d'assignation. C'est-à-dire, les thérapies de conversion, à la base, c'est un truc qu'on qualifie pour les personnes homosexuelles. La conversion, c'est vouloir rendre une personne homosexuelle hétérosexuelle. C'est vouloir ne pas la laisser être homosexuelle. Parce qu'on considère que être homosexuel, c'est mal, c'est pathologique, etc. Et du coup, on cherche à ramener la personne dans une norme qui est binaire, qui est hétérosexuelle. Et donc, il y a des thérapies qui considèrent que la transidentité, c'est un problème, c'est une pathologie et qu'il faut la soigner intrinsèquement. Et donc, on va donner des traitements, on va faire des psychothérapies pour guérir ces fous, et on va éventuellement avoir des approches un peu spirituelles où il va s'agir de ramener la personne dans le droit chemin, entre guillemets. Et du coup, ça c'est interdit par la loi parce que c'est considéré comme une violence psychologique, en fait. Où on enferme la personne dans une case, où du coup, elle est un objet au service de la société, quoi. Et donc, voilà, ça c'est pas important. Un point aussi sur lequel je voulais aborder, c'est cette question de la détransition. La détransition, c'est un phénomène qui peut arriver quand, après quelques années, après une transition, la personne, en fait, justement, questionne ou en fait change d'avis sur son identité de genre et se rend compte qu'au final, elle peut faire machine arrière et revenir sur une identité de genre qui correspond à l'assignation ou éventuellement une autre identité, etc. Donc c'est une part de la population qui est assez minoritaire, parce que déjà, les personnes trans, c'est en gros 1% des gens. Les détransitionneurs, c'est 0,4% des 1% des gens. Donc voilà, il y a une étude qui a été faite en 2015 sur 27 000 personnes trans, qui considérait que dans ces 27 000, il y en avait 8% qui en fait avaient soit détransitionné, soit interrompu leur transition en cours. Et dans ces 8%, la plupart en fait ont fait une détransition, non pas parce qu'elles ont changé d'avis, mais juste parce que c'était trop compliqué d'être trans, au niveau de la pression sociale, au niveau de la difficulté de trouver un travail, de trouver un hébergement, etc. Parce que justement, quand on est réassigné en permanence, quand le passé n'est pas parfait, et on va être perçu comme étant déviant, et donc déviant, donc insécurisant, et donc devant être mis à l'écart, on va dire. Et donc 0,4% de ces personnes ont fini par réaliser qu'elles n'étaient pas trans, et donc finalement, voilà, leur identité a évolué. Et, donc voilà, il y a d'autres études qui donnent des chiffres, mais vu que c'est des études qui ne sont pas forcément... Enfin, en fait, vu que le sujet change beaucoup au fil du temps, c'est un peu hasardeux d'être trop présomptueux sur les chiffres. Voilà, donc j'ai lu des trucs tout à l'heure qui montraient que justement, ce qui fait que souvent les personnes vont faire une détransition, c'est parce qu'elles cherchaient plus à performer un genre qu'à fuir le genre qui leur était assigné à la base. Et donc du coup, quand la transition est basée sur justement cette volonté de vouloir correspondre à un genre, il y a plus de chances de faire une détransition. Et voilà, ce que les chiffres montrent, c'est qu'en général, voilà, c'est quelques années après la transition qu'éventuellement il peut y avoir une détransition. Voilà. Voilà, donc la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ces infos-là. Et donc moi, j'ai fait une formation en mars sur les cercles restauratifs, c'est-à-dire comment on peut dénouer des conflits en groupe d'une façon qui fait qu'on en sort par le haut, on va dire. Et à force d'y réfléchir, je me suis rendu compte qu'on pouvait réduire ce processus à 3 valeurs, 3 processus différents, complémentaires. Donc c'est l'écoute, la responsabilité et l'engagement. Donc, première valeur d'écoute. Déjà, ce qui me paraît fondamental, c'est plutôt que de considérer les personnes trans comme des statistiques dans des études, c'est de se souvenir que c'est des humains, qu'il y a des gens derrière en fait, et que c'est intéressant d'écouter ces gens, ce qu'ils ont à dire, et voilà,
d'humaniser ce qui souvent est considéré comme un objet d'étude scientifique, qu'on dissèque, on va dire. Et d'ailleurs, ça vaudrait aussi pour les pick-up artistes qui veulent draguer les femmes et en faire des objets à conquérir. Mais bref. Donc voilà, le concept de mégenrage, c'est quand on genre la personne avec un genre qui est différent du genre désiré. C'est-à-dire, imaginons une femme trans, par exemple, qu'on ramènerait toujours à son genre masculin initial, à son genre assigné. Et bien ça peut être vécu comme une vraie violence psychologique, parce que justement, c'est comme si on ne laissait pas la personne se définir et qu'on veut tout le temps l'étiqueter à partir de sa biologie, quoi. Tout à l'heure, je vous disais que les heuristiques et les jugements, c'est des mécanismes qui visent à créer la sécurité dans le cerveau. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut être important à comprendre pour donner du sens à pourquoi les gens ne se comprennent pas, pourquoi les gens ne s'écoutent pas. Les gens ne s'écoutent pas parce que les gens ne sont pas en sécurité, en fait. Et quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas réfléchir, parce que notre néocortex, il est inhibé par le limbisme, par les émotions. Et donc, moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup, parce que je vais beaucoup sur Twitter, qui a un endroit extrêmement violent psychologiquement. Et du coup, me souvenir que les gens qui sont agressifs ne sont pas intrinsèquement mauvais ou méchants, mais juste qu'ils ont peur. Et ils réagissent à la peur par la violence. Ça me m'aide à ne pas prendre personnellement quand les gens m'agressent et à me rendre compte qu'il y a un humain derrière et que c'est intéressant de comprendre derrière la violence, derrière le propos, c'est quoi les émotions, c'est quoi les besoins. Mais c'est un truc qui peut être utile, voilà. C'est en fait se rendre compte que derrière la violence, derrière les conflits, il y a des humains vulnérables, des humains qui ont peur. Et ce n'est pas en escaladant la violence, en allant de plus en plus loin, que ça va remettre de la sécurité et du confort, quoi. La responsabilité ensuite, donc la question de l'éthique pour les soignants, entre autres, c'est que justement, pour moi la responsabilité, donc, je peux la définir comme la capacité qu'on a à rendre des comptes, à pouvoir assumer les conséquences de ses actes, et du coup à pouvoir s'engager à faire des choses qui ont du sens, quoi, dont on peut répondre. J'ai lu plusieurs études qui montraient justement à quel point les heuristiques des soignants ont tendance à justement compliquer la prise en charge des minorités sociales et sexuelles, parce que justement, on a toujours cette espèce d'a priori qui est qu'une personne qu'on rencontre est forcément hétéro et forcément cisgenre, ce qui n'est pas forcément vrai en fait. Et justement, le fait d'avoir cette a priori, ça fait qu'on ne rencontre pas l'autre tel qu'il est, mais tel qu'on projette qu'il est. Et du coup, en fait, c'est pas une vraie rencontre. Et voilà, cette présomption d'hétérosexualité et d'être cisgenre, ça peut générer de l'insécurité pour les personnes concernées, et du coup, ça peut rendre plus difficile d'exprimer les choses de façon honnête et de se montrer vulnérable. Et surtout, comprenez bien que ce n'est pas des individus, enfin, c'est pas les soignants qui sont intrinsèquement malsains ou toxiques ou malveillants. C'est les systèmes, c'est les sociétés, c'est les institutions elles-mêmes qui, par leur côté monolithique, pyramidal, génèrent des étiquettes, des cases et des jugements et donc de la violence. Et c'est ces institutions, ces habitudes de pensée, c'est les formations des soignants qui vont justement implicitement propager une vision normative, une vision stéréotypée qui peut justement être vécue comme une violence, quoi. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important d'avoir ces heuristiques parce que ça nous permet de nous sentir sécurisés en tant qu'être humain derrière le soignant. En fait, juste ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que c'est un heuristique et de pouvoir le remettre en question. C'est pas grave d'avoir des jugements, c'est grave de les garder. Encore une fois, c'est juste la carte n'est pas le territoire. On a tous des heuristiques, on juge tous tout le monde en permanence. Mais c'est pas parce qu'on juge qu'on doit considérer nos jugements comme la vérité. C'est juste des repères. C'est juste une façon de penser, une façon de parler, une économie d'énergie, mais se souvenir que c'est pas la réalité, ça permet justement d'être dans une vraie rencontre. Et ce qui se passe à l'hôtel d'écriture, c'est ça, c'est une vraie rencontre. On n'est plus dans le jugement, on est dans la présence. Et la présence, c'est ce qui fait que justement on peut réparer les trucs, parce que la présence, le témoin de l'autre, le témoin bienveillant peut justement voir les souffrances et les soigner par la présence, en fait. C'est ça qui décharge les fardeaux. J'ai vu passer ça dans un documentaire que j'ai vu qui était un médecin qui disait en gros moi j'accueille des personnes et je les informe, et à partir du moment où elles ont les informations et où du coup elles font ce qu'elles estiment juste, si elles se plantent, ça les regarde en fait. C'est un peu comme les tatouages. Évidemment qu'une personne qui fait un tatouage, peut-être elle regrettera plus tard, mais au fond elle est adulte, elle prend des décisions, voilà. Et du coup je m'interroge là-dessus, sur justement. Parce que en fait, ce que dit le médecin, c'est que ce serait paternaliste, justement, pour un soignant de vouloir s'interroger sur le sens de la prise en charge, etc.
Et du coup, j'ai pas d'avis tranché, mais je me dis, peut-être que ça peut être une façon de se planquer et de se déresponsabiliser aussi, que de dire, bah voilà, ça me regarde pas, moi j'informe la personne, elle prend ses décisions, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut, et bah voilà, si après elle regrette et qu'elle s'en veut et qu'elle est en mauvaise santé à cause de ça, bah voilà, elle est adulte quoi. Et je me dis quand même, ça... moi je me sens pas confortable avec cette posture-là en tant que soignant, parce que je me dis quand même, je sais pas pourquoi, peut-être c'est idiot, mais je me sens responsable quand même des conséquences de mes décisions sur la vie de la personne à long terme. Mais bon. Après, c'est pas nous en tant que soignants qui prenons les décisions pour les patients. C'est eux qui prennent leurs propres décisions par rapport à eux-mêmes. Nous, on est juste là pour montrer d'autres façons de réfléchir, de voir la chose. Ouais. Ils restent les propres acteurs d'eux-mêmes. Nous, on est... En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que de quel droit est-ce qu'on décide pour l'autre de ce qui est bon pour lui, et en même temps, de quel droit est-ce qu'on s'en fout. Ça enlève pas la On l'a responsabilité. vu avec le Covid, avec le consentement éclairé qui n'existait plus. On voit bien que la responsabilité n'est pas là non plus avec un non-consentement. Ou un non-conseil, c'est plutôt une obligation. Notre responsabilité, c'est d'écouter et en fait, on est un peu les éclairagistes. Ils sont au milieu de la scène et nous, on éclaire d'une autre façon. En fait, on apporte d'autres façons de voir et on est là. Oui, on propose, on donne des infos, mais effectivement, ça marche. C'est pas de contrôler l'autre, voilà. mais plutôt de relationner avec lui. C'est ça, ça marche pas, bah ok, pourquoi ça marche pas, est-ce qu'on peut essayer autrement? Ouais. Pour trouver leur façon d'être leur propre acteur. Et justement, en parlant de ça... Après, pardon, mais je trouve que ça bouge un peu, ça, avec l'arrivée des pères aidants, tous ces statuts-là qui peuvent un peu changer la posture et la valorisation du savoir faire judiciaire. Mais parce que... je trouve que... Ouais. Je trouve en effet que les pères aidants, c'est exactement dans cette mouvance-là, de remettre en plein centre en disant tout le monde a des connaissances, tout le monde est acteur et tout le monde sait plein de choses. Ce qui est important, c'est juste, je te montre ce que je sais et ce que toi, ça te sert. Et on en parle. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah ok, moi je sais autre chose. Et toi, tu sais quoi? Faut construire quoi. C'est ça. Un truc aussi, tout à l'heure je parlais de la sécurité. En fait, le cerveau humain, pour fonctionner, a besoin de sécurité. Et si une personne trans n'est pas en sécurité dans sa famille, il trouvera de la sécurité là où il y en a en fait. Et c'est toute la problématique de justement l'accueil d'un coming out dans une famille qui est, si les parents sont dans le projet de l'enfant, ils disent ah mais c'est pas vrai, tu vas changer d'avis, t'inquiète pas, t'es juste ado, etc. Le risque c'est que l'enfant justement se sent pas écouté, pas entendu, pas en sécurité avec ses parents, et du coup il ira chercher la sécurité auprès de gens qui peuvent l'écouter et l'accueillir justement. Et donc c'est ça aussi qui peut amener des personnes parfois à s'éloigner de leur famille, à couper contact, etc. Non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais ou idiots, mais juste parce que le cerveau humain il va là où il est en sécurité en fait. Et c'est justement ce qui donne ce côté si précieux de l'écriture. Par exemple, c'est que les gens sont en sécurité, où ils peuvent être eux-mêmes, et où du coup ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, chercher ailleurs la sécurité. Quoi. Donc l'engagement, la troisième valeur de la restauration, c'est justement, pour moi l'engagement, c'est se poser la question où est-ce que je suis prêt à investir de l'énergie, à dépenser mon énergie. Quoi. Et donc déjà, premier enjeu, c'est de sortir de la déshumanisation des personnes trans. De plus juste voir ça comme une curiosité un peu scientifique et comme une des bêtes de foire, mais justement d'arrêter de montrer du doigt le monstre, la figure du monstre, c'est celui que je montre du doigt, celui qui est pointé en fait, qui est perçu comme l'autre, le fondamentalement différent. Et justement, inclure les personnes trans dans une société où on peut vivre ensemble, c'est justement arrêter de les altériser, en faire un alter, une autre, mais plutôt de pouvoir parler en termes de nous, en fait. Nous vivons ensemble, quoi. Surtout que, justement, il y a de plus en plus de personnes qui font une transition et qui se considèrent trans. Et donc, du coup, à un moment donné, la question de comment vivre ensemble se pose. Pour éviter justement une escalade des tensions, etc. Un truc qui m'a... Cette personne-là, Pia, sur Twitter, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est une personne justement trans qui milite beaucoup et qui tweet beaucoup pour informer, etc. Et ces trucs-là m'ont fait réfléchir, qui était, en fait, au fond, l'une des raisons principales qui font que les gens ont tendance à rejeter ou à être critiques de la transidentité, c'est surtout de la paresse cognitive. En fait.
c'est que les gens ils ont la flemme de réfléchir, ils ont la flemme de changer leur façon de penser, leur façon de parler. Et du coup, plutôt que de juste faire l'effort de payer le coût cognitif d'inclure dans la société qu'il y a des personnes cis et des personnes trans, que je suis une personne cis, on va plutôt dire non, je suis juste un mec, et c'est tout, en fait, arrêtez de vouloir me dire que je suis cis, je suis un homme. Et cette paresse-là, c'est ça qui va justement alcaliser les personnes trans et en considérer qu'en fait, ils vous font chier avec leur vocabulaire, etc. Et voilà, c'est une violence qui consiste à justement refuser de tenir compte de l'existence de l'autre pour vivre ensemble. Donc du coup, pour moi, dans l'engagement, il y a justement cette capacité à pouvoir consentir à dépenser de l'énergie, à dépenser du glucose pour pouvoir faire évoluer notre façon de penser, notre façon de parler, pour pouvoir voilà, vivre ensemble. Bon, ça c'est, je peux passer. Juste pour finir, comme je disais mardi, la plus grande joie des humains, c'est de pouvoir contribuer à faire du bien aux autres par leurs actions. Et j'ai vu un TED de cette personne, donc Lindsay Amer, que j'ai trouvé plutôt sympa, qui disait justement, plutôt que de vouloir vivre et d'aimer les autres malgré leurs différences, peut-être que c'est encore mieux d'aimer les autres pour leurs différences, et justement de faire des différences quelque chose qu'on peut valoriser plutôt qu'un stigmate pour le mettre sur le tapis en fait. Et je trouve ça intéressant comme état d'esprit qui est voilà, comment on peut se mettre en valeur les uns les autres plutôt que de juste faire avec comme si voilà. Donc je vous laisse avec ces citations-là pour cogiter si vous voulez. Et puis si vous avez des questions, du coup, je crois que c'est la dernière diapo. Ouais. Voilà. On peut applaudir déjà. Est-ce que ça a été Ça va, j'ai pas été trop long. Parfait. 20h56. Ah, quand même. Non, 20h, Ah. 56. 20h tout pile et 56 secondes. On ignorait quand même. Ce que tu veux. Alors moi, merci. C'était dense pour moi. Je ne fais pas tout le vocabulaire. Mais je me pose juste la question dans le cheminement de l'identité de genre. À aucun moment donné, vous avez parlé de volonté. Et comme si... est-ce que c'est comme si ou pas comme si, justement, que ça... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que ça s'imposait, que ça s'imposait pas, comment... Et si ça s'impose, et pourquoi on se pose quand même des questions, enfin, vous voyez ce cheminement-là, donc, parce que c'est aussi des histoires de vie, tout ça. Est-ce que votre question c'est est-ce que c'est un choix de son identité? Alors, peut-être oui, on peut réfléchir à ça, mais c'est pas si simple. Ouais. Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé de synthétiser, hein, j'ai viré la moitié de mes diapos au fur et à mesure parce que sinon j'avais pas le temps. Mais en faisant des recherches, j'ai observé qu'il y avait. Là, j'ai parlé du genre masculin, féminin et non-binaire. J'ai pas été très loin dans le non-binaire, mais en fait, il y a d'autres conceptions du genre. C'est-à-dire que l'époque dans laquelle on vit, d'ailleurs, j'en parlais dans cette diapo-là, c'est que en fait, le féminisme ne veut pas juste une égalité homme-femme. Le féminisme, fondamentalement, il est radical, veut déconstruire le genre, abolir le genre lui-même, c'est-à-dire mettre fin à cette oppression des femmes par les hommes. Et donc, du coup, dans cette première question du genre, il y a justement une exploration, un questionnement sur la nature de l'identité de genre. Et donc, il y a des personnes qui vont avoir une identité de genre qui non-binaire, mais qui va être considérée comme des personnes xénogenres. C'est une identité qui consiste à s'identifier à quelque chose qui n'a rien à voir avec le masculin et le féminin. Par exemple, s'identifier à des choses plutôt naturelles, etc. Et j'ai écouté une fois une vidéo d'une personne xénogenre qui expliquait que, en fait, il y avait une sorte d'exploration intellectuelle là-dedans qui consistait à justement dénoncer justement l'hypocrisie des étiquettes de genre et des stéréotypes et de pouvoir justement revendiquer cette déconstruction par son identité. C'est-à-dire, voilà, je suis xénogenre et donc je n'adhère pas à cette binarité et à ces stéréotypes qui génèrent de la violence et de l'oppression. J'ai écouté une interview il n'y a pas très longtemps où on parlait d'homosexualité du coup et on demandait à des personnes connues qui étaient homosexuelles si ils avaient eu le choix d'être homosexuels, est-ce qu'ils l'auraient fait? Et en fait, toutes les personnes qui sont questionnées, elles disent bah non. En fait, si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas fait parce que c'est beaucoup plus dur dans la société et ça demande beaucoup plus de combat et de bataille et d'énergie de ne pas être hétérosexuel.
Ce que je me demandais, c'est dans la clinique, comment on accompagne ce questionnement. Et en fait, au final, j'ai l'impression qu'on se dit qu'il faut pas mettre les gens dans le piège, pas faire des raccourcis, penser, blabla. Mais qu'en fait, il faut quand même faire un choix à la fin, de telle ou telle case, qu'il y ait 2 cases ou 15 cases. Enfin, et du coup, cliniquement, comment ça peut s'accompagner? Déjà, je dirais que la première chose, c'est prendre en compte le discours de l'autre, écouter, en fait, parce que on a ce réflexe justement de vouloir assigner, de vouloir genrer. Le genre, c'est ça, c'est assigner l'étiquette aux gens, etc. Et déjà, la première chose moi, que j'aurais tendance à faire, que j'ai fait dans les cas où j'ai accompagné des personnes concernées, c'était de m'intéresser à la signification de ces cases, au rapport que la personne a à ces cases, et en fait de comprendre, ok, qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de manifester au monde, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer au monde, pour quels aspects de toi-même tu as envie d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé. En fait. Et après, ça se construit juste au fur et à mesure. Je sais pas trop si ça répond à la question. Et surtout, moi ce que d'abord, je crois qu'il ce qui me paraît important, c'est de comprendre justement le contexte dans lequel ça s'inscrit, cette dysphorie. Et qu'est-ce que ça représente, à quel point c'est important. Et comment la personne a structuré sa réflexion, en fait. Parce que souvent, au moment où les personnes en parlent, c'est qu'il y a des années qu'elles y réfléchissent ou qu'elles y pensent. Et du coup, il y a un cheminement souvent qui est construit, etc. Et c'est toujours intéressant de comprendre comment c'est construit. Oui, vous avez parlé beaucoup, si j'ai bien compris, des relations entre la personne en voie de transition, quel que soit le niveau, et on va dire les soignants ou les professionnels chargés de les aider, de les entourer. Il y a un point que je n'ai pas bien entendu, mais j'ai peut-être très mal compris, c'est les rapports entre les personnes qui s'occupent de ces phénomènes de transidentité et l'environnement social de la personne, comme s'il y avait la personne en voie de transition d'une part et l'environnement médico-psychologico, etc., qui va tenter d'améliorer le sort de la personne. On a constaté, enfin du moins j'ai constaté dans mes activités professionnelles, que l'une des grandes difficultés de la personne en voie de transition sera probablement sa propre vision de ce qu'elle est, mais ce sera aggravé terriblement par l'environnement, environnement social. Je pense par exemple à des personnes qui ont entamé une transition après être mariées, de personnes guillemets hétérosexuelles, qui ont entamé une transition après être mariées, qui ont fait des enfants. Ultérieurement, l'un des deux, dans les cas que j'ai vus, c'était le mari. Le mari décidait d'entrer dans une transition pour devenir femme. Oui, on est dans une situation très particulière où il y a évidemment la santé et l'avenir de la personne de la transition, mais également tout l'aspect social qui, je vous le dis tout de suite, est très mal connu, tant par les magistrats que par les avocats qui auront à s'occuper de ce cas. Et on va chercher des professionnels qui vont tenter de savoir si les jeunes enfants, selon leur âge, comment est-ce qu'ils peuvent supporter la situation. Est-ce que donc ce genre de situation rend plus difficile le travail que vous faites à la clinique, ou est-ce qu'on considère que c'est encore plus difficile, mais que c'est dommage, que ce serait mieux si la personne en transition était restée célibataire, n'avait pas de problème avec les enfants, n'avait pas de problème avec un mari ou une épouse, c'est un peu l'interrogation que j'aurais. J'ai tendance à dire qu'effectivement, la société prescrit des rôles et que souvent associé à ces rôles il y a des responsabilités et du coup une assignation à ces responsabilités qui est en tant que parent on doit s'occuper des enfants ou machin et que ça peut générer des pressions sociales supplémentaires qui est tu es une femme, tu n'as pas le droit de ceci, cela, etc. Tu es un homme, tu n'as pas le droit d'être enfant, ça n'existe pas et donc effectivement ça peut générer davantage de risques de subir des violences. Et j'ai envie de dire que les soignants font partie des violences, c'est-à-dire que la plupart des soignants, en fait, ils ne connaissent rien, en tout cas dans ce que j'observe. Et du coup, cette incompréhension, ça peut générer aussi beaucoup de projets et beaucoup de normativité, etc.
Et après, un truc dont je peux parler aussi, aujourd'hui, c'est j'ai lu un mémoire d'une amie qui est psychologue et qui, justement, a fait un mémoire pour un DU sur le deuil, et justement, qui s'est rendu compte que beaucoup de... Enfin, là, je parle plutôt des enfants, parce qu'on sait que les transitions, souvent, elles sont entre 18 et 30 ans, en moyenne. C'est assez fréquent que quand un enfant, par exemple, fait un coming out, que les parents, justement, ils transitionnent aussi, c'est-à-dire qu'ils apprennent à vivre avec l'enfant, avec sa nouvelle identité, en fait. Et il y a beaucoup de parents qui décrivent un processus de deuil, qui est pour le deuil du fantasme de l'enfant qu'on avait imaginé avoir, et d'accueillir l'enfant qu'on a maintenant, c'est-à-dire de pouvoir apprendre à aimer la personne telle qu'elle est, à présent, après sa transition, pendant sa transition, en fait. Et du coup, effectivement, d'après ce que j'ai lu dans le mémoire, en tout cas, c'est souvent très sous-estimé les enjeux, les changements dans la famille, la dynamique de la famille. Et du coup, je peux imaginer que, effectivement, quand c'est un parent qui transitionne, ça peut aussi générer un tas de changements, parce que du coup, en fait, on fantasme beaucoup sur qui est l'autre. Mes parents, pareil, j'ai des hérétiques pour mettre mes parents dans des cases, mon père est aussi, ma mère est cela. Et si je me rends compte qu'en fait, ça fait 20 ans que je me trompe sur certains enjeux, parce que l'autre n'a jamais parlé, parce qu'il n'était pas en sécurité, parce que du coup, c'était trop effrayant de dire à voix haute des choses qu'on garde en soi, parce que c'est qu'on a peur de la réaction de l'autre, et bien sûrement, effectivement, ça peut générer un chamboulement. Mais après, quelque part, est-ce qu'on préfère vivre un chamboulement avec les gens qui sont, ou alors continuer, leur demander de continuer à mentir? Et voilà. Mentir pour peur. Oui, une question fait penser à une anecdote, un espèce de début commun que l'on trouve souvent quand on raconte une histoire. Mais alors du coup, j'ai vu un truc très intéressant sur M6 l'autre soir. Ça y est, j'ai compris. Donc en fait, tu sais, depuis tout petit, mais absolument pas. Cette idée que ce serait un truc de viscéral, qu'on a depuis toujours. C'est faux. Il y a des personnes chez qui ça se traduit comme ça très jeunes, et il y en a d'autres pour lesquelles, on va dire des personnes plus pragmatiques, plus empiriques, qui vont plutôt chercher à correspondre, à rentrer dans la case très très longtemps, et puis après avoir épuisé toutes les hypothèses, parce qu'effectivement c'est pas confortable comme situation de se dire mon Dieu, moi en 2005 j'ai eu le protocole de la SOFEC de transition, et je me suis dit non, déjà c'est un peu long en ce moment, je crois que je vais pas le faire, parce que en fait c'est bien, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Parce que effectivement c'est tellement difficile que ça qui est cœur. Donc c'est à peu près la pointe de l'iceberg qui nous attend, et on n'a pas encore envisagé. Et je pense qu'effectivement, une transition, dans mon cas, spontanée à 35 ans, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tentatives de réflexion sur le sujet avant de me dire alors, ils ont fait ça. Certaines idées, certains désirs ou certains fantasmes qui ont pu être évoqués mentalement chez moi étaient très inconfortables. Mais le seul moyen de donner une cohérence à tout ça, c'était d'entamer cette démarche. Et voilà, encore une fois, avec violence, bien sûr, mais on survit, en fait. Moi, j'aurais tendance à répondre à votre question en me disant plus la souffrance est grande, plus c'est dur à prendre en charge. Peu importe d'où elle vient, en fait. Oui, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y aurait dans les cas que j'ai cités, on pourrait dire des victimes collatérales. Et voilà, les enfants à qui on a brusquement imposé de continuer à voir leur père de lumière, si j'ose dire, les beaux-parents, on n'est pas dans un cas, mais dans des cas qui sont encore beaucoup plus difficiles. Alors ouais, je pars du principe, là moi j'étais sur la personne transgenre. Oui, mais voilà. Mais
C'est pas parce que les enfants qui n'ont rien demandé, brusquement, quelqu'un va dire devant un tribunal, c'est un rapport d'expert, il n'est pas sain, nous estimons que telle fillette de 3 ans continue à avoir son père, ou son père est devenu maire, ou uniquement milieu fermé, des choses comme ça, c'est peut-être quand même très traumatisant pour l'enfant, d'autant plus que les décisions en question sont souvent prises par des personnes dont les compétences sont dans le domaine, sujet à caution. Après, est-ce que vous êtes sûr que c'est très traumatisant? Ça dépend peut-être de comment ça se passe, comment c'est annoncé, comment c'est géré. En général, un traumatisme, c'est souvent quand on a peur de mourir. Quelqu'un de traumatisé, c'est quelqu'un qui a été confronté à la mort. C'est pas forcément traumatisant que de voir un de ses parents changer d'identité, changer d'apparence, changer de rôle social. Ça peut être expliqué à l'enfant. À 3 ans, on est pas idiot, on peut rencontrer des choses, etc. Ça peut aussi être accompagné. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer un truc de manière dogmatique et brute, mais c'est comme ça, machin. L'important, c'est d'aider l'enfant avec du sens. Donc, effectivement, les étiquettes hommes-femmes, c'est des étiquettes qui, à la base, sont structurantes pour comprendre le monde et la société. Et donc, du coup, si on déconstruit les étiquettes de 3 ans, avant d'avoir construit un rapport au monde qui est stable, ça peut être anxiogène pour l'enfant. Mais à partir du moment où on l'explique, on donne du sens et où on met des mots, a priori, l'enfant, il peut aussi comprendre. Si l'enfant il est aimé et qu'on veille à sa sécurité. J'ajoute que les données montrent que la majorité des couples dont les 2 personnes transitionnent traversent la transition, non sans certains hauts et bas et heures et questions, mais la majorité assez large, 60 ou 65%, survit à la transition. Non, mais effectivement, il doit y avoir des cas absolument dramatiques, quelques cas Après, malheureusement, il y a des partout dans la communauté. C'est bien résumé ça. Après, j'ai tendance à dire quand même que être une minorité, avant le courage de faire un coming out pour revendiquer une identité atypique par rapport à la norme, en général, j'ai une heuristique qui m'amène à penser que ça demande quand même une capacité d'introspection et de courage et de connaissance de soi qui permet justement d'avoir davantage de capacité d'empathie. Parce que pour pouvoir se rendre compte qu'on ne correspond pas à une norme, pour avoir le courage de vivre autrement dans cette norme, ça demande quand même d'avoir fait du chemin en fait. Et donc, j'aurais tendance, c'est mon heuristique, à considérer que dans les couples où il y a des minorités, etc., il y a plus de chances qu'il y ait de l'empathie. Parce que justement, c'est pas des gens qui vont juste répéter bêtement la norme et dire ah, le mec il va travailler, la femme elle a la cuisine, etc. Là, il n'y aura pas vraiment de réflexion sur qui je suis et comment on fonctionne et pouvoir s'écouter, etc. Après, voilà, c'est juste une vision du monde qui est simplifiée. Quelqu'un d'autre peut dire ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà aussi, je pense que le coming out ne devrait même pas exister, le mot, le terme. Tout à fait. On ne devrait pas, perso, faire d'avoir fait. Ouais. Je pense juste qu'on n'a même pas à se justifier auprès de qui que ce soit sur notre orientation sexuelle, supposée ou pas. Et je pense que c'est un plus néfaste et l'outing en lui-même, être forcé, contraint par X ou Y photo, à assumer un genre ou une orientation sexuelle. En fait, l'outing n'existe que parce qu'il y a des présomptions d'hétérosexualité de cisgenrisme. En fait. Si on ne mettait pas les gens dans des cases de la naissance, si on ne les jugeait pas comme étant par définition hétéro, etc., il n'y aurait pas besoin de coming out. Le coming out vient d'un monde normatif. Et surtout, vu qu'il y a cette projection, du coup les gens vont à la fin. Donc le coming out, c'est juste de manière. Oui. Pour moi, le coming out, je ne le verrais pas comme une justification. Non, mais je parle en ton père, si mes enfants venaient me le dire, je le verrais plutôt comme pas une justification, on a besoin d'être compris. C'est mon avis à moi, c'est pas. Pour moi, c'est différent. Besoin de compréhension et la justification. La justification, c'est quelque chose qui est répréhensible. Enfin, je ne sais pas si je peux.
Aide-moi, Céline. Moi, je les vois juste comme un nom qu'on met sur une communication, en fait. Simplement. Qui a vécu l'homophobie, mais que ce soit scolaire, familial et tout, où j'ai été obligé de tout petit de justifier que je n'étais pas comme ce que les personnes présupposaient de moi. Oui, je comprends bien, mais quand tu l'as dit à tes parents, c'est pour qu'ils te comprennent. Ah non. Bon, bah d'accord. Peut-être que vous mettez simplement pas le même sens derrière le mot coming out. Voilà, je pense que ça. Oui, enfin, moi, je vois pas quelque chose de négatif. Oui, Christian. Justement, je tiens quand même à vous présenter, donc je m'appelle Léo, je suis en cours de transition depuis 1 an. Et moi, le coming out, je vois plutôt ça comme une libération, parce que se faire mégenrer tout le temps, pour moi, c'est une libération de se faire genrer comme on veut. Donc pour moi, c'est pas... Quand le coming out, c'est bien que ça existe, parce que si ça n'existait pas, on me genrerait toujours au féminin et tout au masculin. Ça dépend des vécus et... Ça dépend des vécus, Même pour nous, du coup, son coming out, je l'ai fait en concentration, on le savait quelque part, et nous, ça nous a permis de bien avancer, et donc voilà, du coup, après, on a entamé les procédures, et on a eu notre enfant qui s'est senti mieux, écouté, et on était présent pour lui, et voilà, ce coming out a enclenché du tout le processus. Après, ça dépend, voilà, chacun a son vécu, et quel sens on met derrière. Oui, je pense que, enfin, pour moi, je verrais plus pour la personne qui fait. Après, est-ce que c'est le cas de obligatoire? J'en sais rien. C'est ta perception. Voilà, c'est ma perception. Ma perception, elle est que si, c'est vraiment ce que je pense. Si une personne fait son coming out, c'est que c'est nécessaire à son épanouissement. Mais encore une fois, tout dépend de la personne. Ouais, non, mais c'est voilà, ça, parce que chacun a ses propres. Il y a des libérateurs sur certaines formes, mais d'un côté, il y a les divertissements. On va être libérateur, mais à la fois. Qu'est-ce que ce soit nécessaire c'est un mouvement. C'est énorme. On se justifie constamment. Je crois que souvent dans le coming out, il y a aussi un besoin d'être rassuré, qui est est-ce que si je te demande qui je suis, tu vas me rejeter ou est-ce que tu ne me pas? Et donc c'est une forme de demande d'être rassuré sur le fait qu'on ne va pas nous rejeter si on arrête de se cacher sur la de se protéger en fait. Parce que un coming out, c'est se mettre sur le vulnérable, c'est pour un risque, c'est faire un pari en fait. Et ça arrive souvent que dans un coming out, ça se passe mal. Enfin, c'est pas systématique, mais il y a plein de situations où ça va générer de la violence. Et donc, c'est aussi une manière de vouloir chercher à être rassuré, à trouver des personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous veulent bien, sans qu'on ait à devoir leur mentir, qu'ils nous acceptent en fait. Alors, j'ai vu quelque chose dans les slides qui se sont passés. Décision de transition égale coming out. À mon avis, il y a un raccourci un petit peu rapide là-dessus. Pour illustrer ce que j'ai en tête, je vais parler du protocole de transition américain. En France, on a dans l'idée qu'avant d'accéder à un traitement hormonal, il faut faire ses preuves, il faut vivre dans son genre assigné. À l'époque, quand j'ai commencé à me renseigner sur le GIE, c'était 1 an. Maintenant, sur les protocoles, je ne sais pas comment ça évolue en France sur ce qui s'appelle le FPAS et Trans-Santé aujourd'hui, qui sont les rejetons de la SOPEC de l'époque. Chez les Américains, ils ont une vision quand même beaucoup plus souple. On peut aménager certains modules dans la transition, dans les transitions, de manière un petit peu libre, au ressenti. Il y a certains garde-fous pour chirurgicaux notamment, mais l'obtention d'une ordonnance pour des hormones n'est pas conditionnée à vivre dans son genre de destination. J'ai eu la chance par voie, par les protocoles non officiels, sans les équipes de prise en charge pluridisciplinaires, de rencontrer une endocrino très très chouette, à qui j'ai exposé ma problématique et qui m'a dit ok, j'avais une validation psy, je ne l'ai pas coupé, mais bon, j'ai joué le jeu, et elle m'a dit ok, je te donne ton traitement hormonal, par contre, d'ici 1 an, si à un moment tu ne décoinces pas dans ta transition sociale, il faudra reconsidérer.
Et je dis ok, deal. Et du coup, l'appui hormonal pour avoir la capacité intérieure de transitionner socialement a été ultra important, décisif pour moi. Et demander à quelqu'un de faire une transition sans soutien hormonal, je continue à trouver ça très très raide. C'est comme si on disait à quelqu'un qui dit tiens, ben moi je vais devenir marathonien. Il dit ok, mais d'abord tu vas courir un marathon pieds nus, et si tu y arrives, ensuite on te donnera des chaussures. Ok? Ah bah du coup je vais peut-être continuer le baby-foot parce que c'est. Ouais, mais merde. Voilà, c'est. Il y a peut-être encore des choses. On pense souvent que la transition est quelque chose de très linéaire, avec un coming out, des hormones, une chirurgie, et c'est plié, sauf qu'en fait non, c'est linéaire, pareil, c'est une heuristique, très bon terme, c'est pas du tout linéaire. D'abord, il y a du temps qui passe dans l'étape, c'est éprouvant, c'est fatigant, et ça va pas droit, ça monte, ça descend, des fois ça gribouille un petit peu, et ça repart d'ailleurs, et on finit par y arriver. Mais essayer d'imposer une ligne qui devrait être la même pour tout le monde, ça peut être très violent pour les personnes concernées parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs transitionnels. Par exemple, beaucoup de gens considéraient « Ah, donc tu vas te faire opérer ». Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est pas ça une transition. Peut-être, je sais pas. Peut-être que dans l'idée, je pense que oui, mais peut-être que finalement, ça sera non. Je connais des cas qui, une fois qu'ils sont arrivés à leur équilibre social, et à avoir un passing suffisant, et à être, on va dire, furtive, le terme qu'on utilise entre nous, ça leur suffit. Et derrière, le reste affectif, relationnel, sexuel n'est pas conditionné par le libido, par exemple. Donc penser tout de suite en termes de ce truc très très sensationnaliste d'opération génitale, c'est déjà ce qu'on fait dans sa considération originelle.